Et là, je rencontre Alec, je vois son appart au 47e étage, vue sur tout Londres, dinguerie, j'explose mon crâne, je fais ah putain, mais en fait, c'est vrai, ils gagnent de l'argent ces mecs. Vendredi, tu me dis soit tu quittes tout et tu te mets à fond dans le business, soit tu finis ton master. Et tu te tiens à cette décision. Des routines concrètes, je me lève à 7h, de 7h à 7h15, je fais mon yoga, machin, non, j'en ai pas du tout. Quand ta meuf, elle gagne 20K par mois, tu vois, globalement, et que toi, tu remontes une boîte, c'est compliqué, tu vois. Salut Cédric, hyper Salut, content de te recevoir du coup dans cette nouvelle édition. Déjà pour commencer cet épisode, je te propose de te présenter. Merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Cédric de Saint-Jean. J'ai l'agence Numadeo. Donc on accompagne les entrepreneurs à développer leur personal branding Ok. depuis plus de 4 ans maintenant. Après avoir visité beaucoup d'endroits, j'ai décidé de m'installer en Estonie depuis plus de 2 ans maintenant. Et en fait, l'Estonie, c'est la force tranquille. Et ça réunit des gens qui sont dans cette force tranquille. Et en fait, le réseau que j'ai créé là-bas d'entrepreneurs français, c'est des personnes qui sont dans la même vibe que moi. Au lieu de créer simplement des relations business comme je l'ai fait à Dubaï, avec des relations uniquement axées résultat, argent, en Estonie, je me suis fait des groupes de potes, comme un groupe de potes au lycée, au collège. Cédric, du coup, maintenant en studio. Pour ce nouvel épisode, j'ai décidé d'apporter une petite nouveauté. Et donc, je vais structurer tout l'épisode autour de 9 grandes questions. L'idée, ça Ok. va être de retracer, du coup, un peu ton passé, donc ton enfance, etc., ton déclic qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, le présent, tes grands enjeux d'aujourd'hui, etc. Et puis, du coup, qu'est-ce que tu veux construire pour l'avenir? Ok, On est parti? ça a l'air intéressant. Trop bien. Donc du coup, juste avant, là, tu nous parlais du fait que tu vivais à Tallinn, du coup. Mais t'es pas né du tout à Tallinn, tu as grandi à Colmar, si je me trompe pas, en Alsace. Exact. T'étais quoi? Enfin, quel type d'enfant t'étais, du coup? Quel type d'enfant j'étais? Ouais. Euh, Timide, par exemple, hyperactif, t'étais... Ouais. Non, j'étais très réservé comme enfant, très timide également. Le genre de personne, je me rappelle de cette anecdote, à rougir juste en croisant le regard d'une fille, tu vois. Et être rouge comme une tomate. Et je me rappelle quand, je sais pas si tu avais ça également, tu t'écoutais à Skyrock, Ouais, la radio clairement. libre. J'avais envoyé des messages, ouais, comment je peux arrêter ça? Ça m'arrive tout le temps et tout. Ah ouais, J'avais à envoyé Skyrock. ça comme message, ouais, Ok. à Skyrock. Donc ouais, zéro confiance en moi, du coup, mais bon, à cet âge-là, tu le conscientises pas, tu sais pas. Quelqu'un de très renfermé sur lui-même et qui pleure beaucoup aussi. Je me rappelle beaucoup de crises, de pleurs, que ce soit à la maternelle ou au CP ou choses comme ça. Donc ouais, très timide, avec un petit cercle d'amis, surtout via le sport. Donc je faisais du foot. Ok. Donc vu que je suis pas de Colmar même, je suis dans un petit village à côté. Donc on allait tous au foot dans ce village-là. Et donc ça crée des relations. Et j'étais beaucoup orienté autour du foot. Et petit à petit les jeux vidéo également. Mais donc ouais, très renfermé, même si j'étais assez social en vrai. Je ne suis pas non plus un nerd ou un mec qui parle à personne. Non, je pense un peu comme tous les enfants finalement. J'ai eu, je le dis souvent, mais j'ai rien eu de fou dans ma vie. J'ai qu'une enfance normale, une vie normale et tout de normal. Ok. C'est pas passé un drame, un truc, machin. Non, tout était très normal dans ma vie. Et donc ouais, si je devais résumer, c'est ça, très Ok. timide. Mais donc, en gros, tu avais un cercle d'amis, mais tu étais timide surtout en dehors de ce cercle, c'est ça, avec les autres, C'est etc. ça, exactement. Ok. Très aussi, j'étais pas du tout un enfant déviant. Je suivais vraiment les règles. Ok. J'avais une peur des règles et des sanctions. Et j'étais très dans le mal quand j'avais une sanction. Quand je faisais une connerie, ouais, c'était c'était la fin de ma vie, quoi. J'étais vraiment traumatisé par rapport à ça. Et ouais, il y a plusieurs étapes et flashs qui reviennent sur ce genre de situation où c'est m'est arrivé. Je sais plus ce qui s'était passé, mais c'était en maternelle. Je sais plus ce que j'avais fait, mais en fait, parce que j'étais timide, la maîtresse, elle m'avait mis dehors sur un banc tout seul à attendre. Et parce que j'étais timide, en fait, j'ai pas osé aller retoquer pour rentrer. Je suis resté 4 heures à attendre sur Ok. le Et elle banc. t'a oublié, elle, du coup. Et parce que j'osais pas C'est aller ouf. redemander pour rentrer, tu vois. Ok. Donc voilà, très psychorigide par rapport aux règles. Et très peur de l'autorité, ouais, également. Ok. Ok. Est-ce que ça a influé, tu penses, aujourd'hui? Est-ce que tu as encore des restes de ça ou tu as complètement réussi Non, je pense à que j'ai switch toujours ça? des restes. Et en fait, ça se matérialise différemment dans ma vie.
Mais effectivement, je suis pas le genre de mec à aller faire des vagues et dès que on est en groupe de potes, on sort, on fait machin, tu as toujours un peu le foufou dans l'équipe qui va faire des trucs. Et moi, je suis très. Enfin, ça me gêne quand on sort du cadre et qu'on sort des règles. Alors Ok. qu'en fait, j'essaye de rationaliser ça. Et en plus, récemment, où je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer au pire, tu vois? On aura un rappel à l'ordre où on sort, ou enfin, voilà, il va rien se passer de fou. Mais intérieurement, je suis en mode, arrête, enfin, fais pas ça. J'essaye de remettre sur le droit Faut pas. chemin les gens. Et je sais pas si j'ai un exemple concret. Si j'ai un exemple concret, c'était au lycée, je pense que j'avais 16 ou 17 ans, soirée d'Halloween, avec mes potes, on décide de sortir dehors dans le village, mais dans un village d'à côté. Et en fait, mes potes, ils ont la brave idée de prendre un truc d'œuf Ok. et de lancer sur les fenêtres et de lancer dans les trucs et d'avoir aussi des bombes de tag, etc. Et donc voilà, eux ils font les fous, ils taguent les panneaux du village, ils taguent les maisons, ils envoient des œufs et tout. Moi je suis que accompagnateur et je suis en mode non arrêtez, enfin je veux pas le faire, etc. Et ouais, trop gêné et tout. Et en fait le truc c'est que le lendemain, il y a quelqu'un qui a retrouvé, qui a fait ça et qui a retrouvé mes potes. Et ils ont dû faire genre des travaux d'intérêt généraux pour le faire. Et moi j'étais en mode bah non j'ai rien à voir avec vous, je vais pas faire ça, je vais pas me mettre là-dedans. Et j'avais peur d'affronter ça alors qu'en fait juste un groupe et j'aurais pu y aller. Ouais. Mais j'étais en mode non, moi j'ai pas fait ça, c'est vous les fous. J'avais pas du tout Ouais, je vois. ce collectif et je voulais pas prendre la responsabilité de leurs actes. Donc ouais, après plus récent, je sais pas si j'ai un exemple qu'on peut relier à l'entrepreneuriat, mais en tout cas ouais, je sais que j'ai toujours eu Ouais, ces c'est un truc qui te actes-là. suit, quoi. J'ai toujours eu du coup cette pression d'autorité au quotidien dans ma life et ça a dicté un peu comment j'agissais au quotidien et j'avais même aussi l'inverse dans ma réflexion dans le sens où quand les personnes sortaient du cadre, ne respectaient pas les règles, Ouais. bah moi je ressentissais énorme, enfin je ressens toujours d'ailleurs énormément d'injustice et c'est une des valeurs qui me représente le plus, elle est ancrée en moi, j'ai du dégoût, de la frustration énorme quand j'ai ce sentiment d'injustice qui apparaît quand les gens bah, sortent du cadre, ne sont pas sanctionnés, que tu peux pas agir comme tu souhaites parce que ben, derrière, ils, en fait, ils sont pas, ouais, ils ont pas, ils peuvent sortir du cadre, et ils sont pas sanctionnés en gros. Et donc, du coup, ça, je pense, ça a construit une grosse valeur interne en moi sur La ça. valeur de la justice, en gros. Ouais, c'est ça. Tu veux que les choses soient justes, donc toi, tu mets de l'énergie pour qu'elles le soient. Et Moi, en tout cas, je fais tout faut dans que ma ça aille life dans les pour deux être sens. méga juste et le plus juste possible. Et Ok. derrière, ouais, ça me frustre énormément quand je vois des gens qui sont pas justes, quoi. Ok. Tu m'as parlé un petit peu en off de ton stage, du coup, de Ouais. troisième. Je trouve ça intéressant parce que du coup, ça va un peu dans le sens de la suite, quoi. Du coup, tu as fait un stage en usine. Est-ce que tu peux expliquer du coup le concept et tout, enfin tout le contexte plutôt autour de ce stage et puis la Ouais, suite, en gros. carrément, carrément. Le stage, en fait, c'était, ben, vu que j'étais extrêmement timide de base dans ma life, ben, je n'osais pas aller prospecter pour trouver un stage. Ouais. Et donc, ben, j'ai eu de la chance parce que mon père, il travaillait en usine, il travaillait chez Sony, donc ceux qui font la PlayStation et tout. Du coup, il m'a permis de bosser pendant une semaine de stage dans son usine. Et donc là, j'ai découvert le taf, le vrai taf. Qu'est-ce que c'est le vrai taf donc à la mano. Et à ce moment-là, du coup, ben, je découvre le monde de l'usine, je découvre tout ce qui est 5-8, machin, les trucs comme ça. Moi, j'étais de journée. Et en fait, c'était pas une mauvaise expérience dans le sens où le côté humain était super. Les gens qui bossaient, et voilà, tu es le petit stagiaire, ils sont super sympas avec toi. Donc ça s'est bien passé, même si tu fais la même chose toute la journée. Donc voilà, c'était cool. Mais effectivement, ça m'a dit, ah ouais, non, moi, je veux pas faire ça de ma vie, c'est Ok. certain. Et donc, ben, derrière, ça m'a inculqué aussi la valeur travail. Et ça, je remercie mes parents énormément par rapport à ça parce que ils m'ont toujours dit, si tu veux quelque chose dans la vie, il faut que tu taffes et tu dois mériter. Donc, cette notion de mérite, la chose que tu souhaites. Même, par exemple, quand ils m'offraient des cadeaux, c'était parce que j'avais réussi quelque chose, parce que j'avais eu mon bac, parce que machin. Ouais. Il y avait toujours une raison derrière le cadeau. Et même, je me rappelle, mes grands-parents m'avaient aussi inculqué ça.
Et donc, en ce sens, ben, ils m'ont dit, OK, tu veux la nouvelle PlayStation, tu veux t'acheter ça, ben, va bosser, fais-toi de l'argent et voilà, et tu te démerdes. Et ils m'ont pas aidé à trouver un taf. Non, au contraire, j'ai dû me démerder moi-même à 15-16 ans à trouver un taf. Et donc, à côté de mes études au lycée, je commence le taf parce que j'avais un de mes potes à moi du village son père bossait dans une boîte de déménagement et logistique. Et donc, il m'a fait OK, vas-y, si tu veux toi taffer, vas-y, go. Donc, à 15 ans, je fais ma première journée de taf manutentionnaire dans cette boîte-là. Tu fais toute la journée, tu portes des chaises, tu fais des allers-retours, tu vas amener des chaises dans des salles de classe, etc., depuis le camion. Et tu es payé 90 € la journée. Et incroyable en vrai. À 15 ans, tu te fais 90 € la journée. C'était un vendredi. J'attendais comme un ouf. Je me rappelle la paye pour pouvoir me payer une enceinte, je crois. J'ai acheté une enceinte que j'ai toujours et que j'utilise toujours d'ailleurs. Trop bien. Depuis 10 ans. Bon, le son il est pas ouf, mais bon, elle est là. Et donc, suite à ça, ben, c'était un peu une journée test et la boîte me valide en tant que vacataire. Et ben, dès que j'avais l'occasion, dès que j'avais des journées libres, je disais je suis dispo pour taffer, voilà, donnez-moi du taf. Et donc pendant les grandes vacances, pendant 2 mois, pendant les vacances de 2 semaines, quand tu es en cours, j'y allais là-bas. Et j'allais tout le temps bosser là-bas pour me faire de l'oseille. Et ben, tout simplement me payer les trucs que je voulais. Donc j'avais pas d'intelligence financière à l'époque, hein, mais me payer les trucs que je voulais et voilà, kiffer. Parce que ben, en fait, mes parents, bien évidemment, me payaient rien parce que voilà, c'était la vie. Donc voilà, et donc ça m'a inculqué la valeur taf à fond. Et donc derrière, même quand j'étais encore en DUT, hein, quand j'avais mon alternance, je prenais des congés pour aller bosser là-bas, pour faire de l'oseille. Donc ouais, ça m'a inculqué à fond cette valeur-là. Et après ça, du coup, en fait, du coup, tu as toujours bossé. Derrière, tu as commencé des études, c'est ça? Tu es parti sur un DUT, si je ne me trompe pas. DUT quoi? Je t'ai pas demandé derrière. DUT-TC, technique de commercialisation. Ok. Et donc, du coup, tu me disais tout à l'heure que tu avais fait ce DUT en alternance, que tu avais cherché à le faire en alternance. Pourquoi le choix déjà de l'alternance? Ouais, bah en fait, c'était même pas un choix, c'est que tu sais, c'était pas Parcoursup à l'époque, c'est un autre truc où tu mets tes vœux. Ouais. J'avais mis STAPS parce que j'étais dans le sport, je me dis ok, STAPS c'est bien. Et j'avais mis d'autres trucs au cas où, et donc il y avait ce DUT, TC, j'avais mis 7 ou 8 vœux, je crois. Et en fait, tu as l'admission, et vu que j'étais quelqu'un de normal, encore une fois, voilà, 12 de moyenne, rien d'exceptionnel, en fait, j'ai été admis que dans ce DUT TC en alternance. J'étais même pas admis en initial. Ok. Donc j'étais dans l'obligation en 2 mois de trouver une alternance, sinon j'avais rien pendant 1 an. Et donc ça m'a forcé à aller trouver de l'alternance, donc pareil, timide à mort, toujours à cette période-là. Et donc juste j'envoie des CV, des lettres de motifs, mais je rappelle pas, je fais pas le forcing, je vais pas en physique demander, tu vois, c'est vraiment, je fais le minimum du minimum parce que la peur m'envahit à chaque fois dans ces process-là. Et à un moment, j'ai un entretien, par exemple, avec Orange. Ils me roulent dessus parce que, pareil, aucune maturité, timide. Voilà, je me fais éteindre. Et j'ai un autre entretien avec une petite TPE dans un village à côté de là où j'habite. Et c'est une TPE qui vend des logiciels de gestion pour les mairies. Donc, en gros, gérer son cimetière, gérer son état civil, tous ces trucs-là. Digitalisation un peu de la mairie. Et je passe l'entretien, pareil, hyper timide. Donc, je suis à l'entretien, je fais oui. Et voilà. Et bizarrement, 3 semaines après, le mec me rappelle et me dit ok, c'est bon, t'es pris, tu commences à telle date. Moi, j'étais trop content, incroyable. Et ce que je découvre 3 semaines après, c'est qu'en fait, j'avais des potes qui étaient dans ma promo, qui avaient également fait des entretiens chez lui. Et il avait d'abord validé mes potes en disant ok, c'est bon, on te prend, machin. Et en fait, mes potes avaient refusé le poste parce qu'ils avaient dit non, c'est de la merde ta boîte, en gros, j'ai pas envie d'aller chez toi. Et j'étais donc la roue de secours, du coup, le dernier qui l'a rappelé. Et moi, j'ai accepté parce que j'avais que ça derrière. pour continuer, pour faire le DUT et avoir quelque chose. Donc voilà. Et ouais, donc hyper timide. Et en fait, ces 2 ans de DUT en alternance, ils étaient hyper éprouvants pour moi, hyper frustrants parce que ça m'a complètement sorti de ma zone de confort. Tu vois, j'étais hyper timide et tout ce qu'on me demandait de faire, c'est des trucs opposés à ce trait de caractère-là. C'est-à-dire que le premier jour, je me rappelle très bien, c'était 1er septembre, j'arrive dans l'open space avec tout le monde.
Et il dit bon, écoute, voilà, je t'ai pris en alternance pour aller chercher, pour être commercial, pour aller chercher du client. Bah voilà, fichier Excel avec toutes les mairies d'Alsace. Voilà notre offre. Tiens, un prospectus. Vas-y, appelle-les et vends. Ouais, chaud. Donc bon, déjà management éclaté parce que bon voilà, je connais rien, je suis tout nouveau machin. Et donc une peur bleue à chaque fois que je prenais le téléphone, les mains moites à taper le numéro et à appeler. Et ouais, pendant 2 ans vraiment, je me sentais mal dans ma peau à cause de ça parce que c'était une souffrance d'aller au taf tous les jours et de faire ce taf-là. Je me rappelle, j'essayais de perdre le maximum de temps à chaque fois pour pas appeler. Ou je disais non, mais là, je crée un fichier de prospection, machin. T'inquiétez pas. Attendez, je fais un visuel pour Facebook. Pendant 2 jours, je faisais le visuel. Et donc, ouais, j'essayais de perdre un maximum de temps parce que c'était pas du tout ma zone de génie et je détestais faire ça. Se prendre des râteaux toute la journée, voilà, c'est pas fun. Mais en fait, ces 2 ans, même s'ils étaient horribles sur l'instant T, ils m'ont forgé à mort. Et ça m'a permis de construire ma confiance en moi et de savoir ce que je voulais faire pour la suite. Et ça m'a permis de me dire, ouais, je veux pas ça, donc il faut que je trouve des solutions alternatives. D'où le fait que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, j'ai commencé à regarder à droite à gauche, et voilà. Et aussi, je me suis beaucoup enfermé dans la musculation. C'est devenu une passion à mort, même pas la musculation, le bodybuilding au sens propre. J'allais dans les salons en Allemagne et tout, voir les athlètes que tu voyais sur YouTube, dans les documentaires et tout. Ok. Vraiment, Ouais, j'ai des photos avec les plus gros athlètes, pour ceux qui connaissent un peu la Golden Era en 2016-2017. Donc ouais, incroyable. Tu sais, tu rencontres en vrai les mecs qui t'ont inspiré à commencer la muscu. Donc non, c'était incroyable. Et donc ça m'a permis de me forger par mon physique une confiance en moi aussi au niveau spirituel. Ok. Et aussi via l'expérience professionnelle. Et donc, même après, hors l'entrepreneuriat, juste dans mon projet pro, ça m'a confirmé ce que je voulais. Et donc, par exemple, à la fin de ce DUT, je voulais travailler chez Decathlon, parce que pour moi, c'était une boîte de ouf, parce que j'avais le fils des meilleurs amis à mes parents qui bossait là-bas, qui était cadre, chef de rayon là-bas. J'étais en mode, ouais, c'est le GOAT, lui, incroyable son taf, ça a l'air trop bien. Et donc, je mets tous les efforts en place pour aller chercher ce taf-là et je l'obtiens. Tu vois, tu as 4 entretiens, des entretiens hyper difficiles, mais j'étais venu en costard cravate, alors que bon, Decathlon, c'est pas du tout la vibe du costard C'est cravate. vrai, ouais. Et ouais, j'y allais à fond dans ces entretiens-là pour choper le job et je l'ai eu. Et j'étais entre guillemets une pépite, comme ils appelaient là-bas, qui voulait grave me faire monter et tout. Et donc j'ai fait 2 ans là-bas avant de démissionner pour me concentrer sur le business. D'ailleurs, beaucoup de personnes de Decat vont dans le business. Parce Ok. que, en fait, Decat, c'est une très bonne maison pour apprendre. Parce que tu apprends tout. Tu apprends le recrutement, le pilotage de ton rayon, donc le pilotage d'entreprise, la gestion des stocks, le marketing, comment on appelle ça, ou comment tu disposes les rayons, enfin, Ouais. l'expérience client, le Merchandising, balisage, etc. ouais. merchandising, tout Ouais. ça. Et en fait, tu vois Stylé. tellement de trucs que c'est trop formateur. Et je conseille vraiment les gens, s'ils ont l'occasion, de bosser chez Decat parce que c'est trop formateur. Et du coup, j'étais chef de rayon là-bas d'abord sur un petit rayon qui était Sportco et Marche. Et après, on m'a muté dans un gros Decat à 30 minutes de chez moi. Et là, c'est un rayon qui faisait, je crois, 6 ou 7 millions à l'année, Ok. avec plus de 20 collaborateurs. Donc, on était en duo sur ce rayon-là en tant que chef de rayon, vu que j'étais alternant. Donc, ouais, là, pareil, t'as management des équipes, entretien, machin, tous ces trucs, c'est hyper formateur. Ouais, c'est l'éclate, c'est une petite boîte à travers un Ouais, magasin. Quoi. on te donne Dans un magasin. cadre et tu peux t'éclater dans ce cadre-là. Je me rappelle très bien C'est formateur de fou, ça. le 2e ou 3e entretien que j'ai fait avec le directeur justement du magasin. Il m'avait fait cette analogie. On te donne un cadre et notre but, c'est que tu t'éclates dans ce cadre-là, mais pas que tu sors du cadre. Donc, Ok. donc ouais, c'était stylé. Et donc voilà comment un peu j'ai vaincu ce trait de caractère qui était la timidité en étant dans le dur en fait, Ok. en me forçant à être dans cette démarche-là. Il y a un truc qui m'intéresse vachement dans ce que tu dis, même dans le vocabulaire que tu emploies. La timidité, c'est un truc qui t'a frustré du coup dans ta... Enfin, comment tu l'as vécu en fait un peu cette C'était une timidité? douleur, c'était une peur. voilà. Et le fait d'être timide, ça a handicapé un peu mon quotidien. Et j'étais dans la peur. Et j'avais même, je me rappelle au collège, des problèmes gastriques à cause de ça. J'avais tous les jours, c'était une angoisse d'aller au collège parce que, en fait, c'est devenu un cercle vicieux. J'avais peur d'avoir mal au ventre. Et donc, vu que j'avais peur, le mal au ventre venait. Et donc, en fait, tout le Ouais. temps, j'étais dans ce cercle vicieux-là. Et ouais, c'était un réel problème. J'avais tout le temps des
des douleurs dans le bas du ventre parce que je stressais en fait. Moi, mon stress, il se manifeste comme ça via ces douleurs-là, parce que chaque humain, le Ouais. stress se manifeste différemment. Moi, c'était ça. Et donc, j'étais hyper angoissé à l'idée d'aller au collège. Bon, après, comme tous les enfants, en vrai, tu sais, tu as toujours une période où tu te fais un peu victime, machin. Enfin, Carrément. Ouais. c'est la loi de la vie, en fait. Et donc ouais, j'étais pas non plus au point où je pleurais tous les matins avant d'aller. Non, j'y allais, voilà. Mais j'avais cette angoisse et ces douleurs qui apparaissaient quand même au quotidien. Ok. Et donc, ouais, ça a rythmé ma vie. Et donc, effectivement, c'est quand même, c'est vrai, maintenant que tu le dis, une réussite que d'avoir effacé ce trait de caractère-là. Et je pense qu'il y a plein de gens qui restent enfermés dans ce trait de caractère-là, qui tu vois, au début, c'est une ligne, et après, ils le surlignent. Avec le temps, il devient de plus en plus fort. Et ouais, ça peut gâcher une vie, en vrai, de ne pas se rendre compte, de ne pas se forcer, entre guillemets, à ne pas à effacer ce trait de caractère-là. Je pense que c'est aussi parce que tu as mis des choses en place. Tu vois, il y a eu de l'action. C'est pour ça que tu l'as Mhm. effacé, au final, ce trait de caractère. Je pense que tu as des gens qui n'arrivent pas, tu vois, à passer à cette action, qui ont peur de ça. Mais effectivement, c'est une putain de réussite parce que effacer un trait de caractère, tout le monde a des traits de caractère qu'il faut qu'ils effacent, mais c'est pas simple, tu vois, je pense. Mhm. C'est un vrai sujet. Mais du coup, souvent, moi j'étais un peu timide aussi quand j'étais gamin. C'est pour ça Ok. que, mais tu vois, un peu beaucoup même, mais ce qui m'a beaucoup aidé, moi personnellement, et c'est ma question suivante, c'est j'avais beaucoup d'inspiration, tu vois, de modèles, Mhm. en gros, qui m'ont aidé, je pense, à tirer mon esprit, à sortir mon esprit de ça. C'était qui pour toi tes inspirations, qui tu regardais en fait sur YouTube à ce moment-là, enfin quand YouTube est arrivé, etc. Ouais. Ouais, bah moi, je fais partie de la première génération de YouTube, donc j'ai grandi avec YouTube, avec les podcasts, avec toutes les vidéos. Donc je me butais à ça et j'ai une culture YouTube assez imprégnée en moi et même encore aujourd'hui, hein, je regarde encore du divertissement sur YouTube et tout. Ok. Donc ouais, c'est bien ancré en moi. Et ce que je regardais, bah, en fait, sur le côté inspirationnel, ça me rappelle un exo qu'on a fait justement à Decathlon, où, avec un coach en dev perso pendant 2 jours, où justement il te demandait de faire cet exercice inspirationnel. Et la personne qui revient directement, c'est un mec qui s'appelle Bradley Martin. Ok. Je sais pas si tu connais. C'est tout. un bodybuilder et maintenant aussi il fait du divertissement sur les réseaux sociaux, Ok. sur YouTube principalement. Il a ouvert ses gyms à LA, etc. Donc vraiment entrepreneurial de ouf. Et en fait, je regrette un peu cette époque parce qu'il fait plus du tout de vidéos comme ça. Il faisait littéralement des vidéos où il parlait en anglais avec des speeches motivationnels et tu voyais que ça venait des tripes. Tu sais. Ouais. Et incroyable, sur le parking du gym, pendant 15 minutes, il te parlait de motivation. Ouais. Moi, je regardais, j'étais en mode putain, mais c'est un truc de fou. Tu sais, il te donne la niaque de ouf. Et incroyable. Et je me rappelle même une fois sur Twitter à l'époque, en 2016, je dis hey, c'est mon anniversaire, j'ai 18 ans, est-ce que tu peux me le souhaiter? Il m'avait cité, il m'avait sauté Happy Birthday et tout, quand il n'était pas encore grave connu. C'est marrant ça. Ouais, non, incroyable. Et donc, ouais, lui, ça a vraiment été une figure qui m'a inspiré pendant quelques années. Également, la première en France, la première personne qui m'a inspiré, c'est Franck Nicolas. Donc, je me rappelle, j'étais en boule dans mon lit en train de regarder ses vidéos YouTube en 2016, 2017. Et je me rappelle, c'est un pote qui faisait de la muscu qui m'avait fait découvrir ce mec. Et donc, ce qui est aussi incroyable, c'est que la boucle est bouclée parce qu'en 2023, on a bossé avec lui. Et donc, fait que c'est lui qui m'est introduit dans l'entrepreneuriat et que derrière, nous, on bosse pour lui. C'était incroyable. C'est Donc, stylé, de fou. la boucle est bouclée. Mais ouais, les inspirations, c'est eux. Et une autre inspiration, mais je me suis rendu compte beaucoup plus tard, c'est mon grand-père. Parce que, en fait, quand j'étais petit, j'allais tout le temps manger chez mes grands-parents parce qu'ils habitaient à côté de l'école et mes parents travaillaient. Donc, j'étais midi, soir, tout le temps chez eux, le week-end chez eux, mercredi quand il n'y avait pas école chez eux. Et donc, je voyais mon grand-père tout le temps. En fait, mon grand-père, c'est un grand voyageur et un entrepreneur également. Il était d'abord dans l'armée de l'air, pilote de chasse, et après, il a ouvert une boîte, un commerce autour du sport de sa passion qui est la course d'orientation. Ok. C'était d'ailleurs le doyen français de la course d'orientation qui était actif dans ce sport-là. Et également, il voyageait énormément, c'est-à-dire qu'il avait acheté un 4x4 qu'il avait fait sponsoriser par toutes les boîtes colmariennes. Et il a fait le tour d'Afrique, genre, je pense, 15 fois. Il partait 1 an et demi avec son 4x4. Il faisait le tour de l'Afrique en 4x4 Stylé. et il revenait. Et donc, moi, en fait, c'est un mec qui était hyper bavard. Et
Maintenant, il est décédé, mais du coup, ça me manque de ouf parce que j'avais pas la maturité à l'époque. Alors à l'époque, c'était ouais, tu me fais chier avec tes histoires, tu vois. Ouais, Mais maintenant, j'aimerais trop refaire des repas avec lui et qu'il me raconte toutes ces histoires-là parce que c'est incroyable. Et donc, je pense que vu que tous les jours, j'avais ces histoires de voyage, d'aventure, de machin, bah, en fait, ça a un peu inconsciemment cultivé mon esprit d'aventurier et effacé aussi ce côté renfermé, timide, etc. Il m'a permis d'un peu sortir de ma zone de confort. Mais ça, je l'ai conscientisé que quand il est décédé, tu vois, genre 1 ou 2 ans après qu'il soit décédé. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs je me suis fait tatouer sa date, son année de naissance là, Ok. parce que je pense qu'il a vraiment beaucoup influencé ma vie. Et ouais, c'est toujours un voyage d'aller chez lui parce qu'il ramenait toujours des souvenirs, des machins, des tribus. Il a écrit 2 livres. Ah ouais. Il était un peu la star ouais, de Colmar et des alentours. Doyen aussi. Tu sais, il était alcoolique et genre il a fait un switch à je crois 70 ou 75 ans. Anti-alcool, il animait les réunions alcooliques anonymes pour aider les gens. Il a switché du jour au lendemain. Enfin, il joue au tennis à 85 ans encore. Enfin, dinguerie. Ouais, Vraiment c'était un modèle sur plusieurs aspects. un modèle sur plusieurs aspects, même si il avait ses défauts et peut-être que je les ai pas vus à cette époque-là. Mais ouais, du coup, lui aussi, ça a été une grande inspiration, je pense, dans ma vie. Ça a un peu drivé tout ça. Ok. Là où justement, dans ma figure paternelle et maternelle, j'ai envie d'être l'opposé de mes parents, tu vois. Même s'ils m'ont éduqué, enfin voilà, mais au niveau professionnel et au niveau de comment ils managent leur vie personnelle, etc., en fait, je vais faire l'opposé de ces choix-là. Et donc Pourquoi? voilà. Si c'est pas. Pourquoi? Parce Sur que quel point précisément? bon, je sais pas s'ils vont regarder ça, mais c'est vrai que j'en ai jamais parlé avec eux en direct. Mais ma mère, en vrai, c'est quelqu'un que je kiffe, que j'adore, qui est hyper humaine et hyper drôle et hyper attachante. Mais mon père, par contre, il a plusieurs défauts, même si c'est pareil, quelqu'un de hyper humain, etc. Mais c'est quelqu'un de borné, qui a quelques addictions. Et dans ces choses-là, tu vois, je te parlais à midi que fumer, par exemple, c'est quelque chose qui me répugne, mais c'est à cause de ça, parce que toute mon enfance, il fumait à l'intérieur de temps en temps. Et en fait, ça a drivé le fait que je sois répugné par rapport à ça. Ouais. Pareil autour de l'alcool, etc. Et donc, en fait, quand je vais toujours leur rendre visite, je suis trop content, enfin, humainement, etc. Mais bon, tu peux pas changer tes parents. Et c'est pas ton Clair. rôle, je pense, de changer tes parents. Donc, c'est compliqué de rentrer dans le conflit par rapport à ça. Donc, il faut les accepter comme ils sont. Même si c'est pour leur bien que tu as envie de les changer, mais bon, c'est comme ça. Ben, il y a toujours ce côté un peu de dégoût quand effectivement tu vois ça au quotidien, au niveau des addictions, au niveau du comportement et comment ça influence sa manière de penser, c'est comment il parle, enfin voilà, ça influence plein de choses. Et donc je me dis, en fait, malheureusement, j'ai envie de tout sauf d'être comme ça dans le futur. Donc je ne sais pas en quel sens son éducation a fait que je pense comme ça, parce qu'il y a plein de parents où leurs enfants veulent être comme leurs parents. Moi, c'est l'inverse. Donc voilà. Mais en tout cas, je les aime de tout mon cœur et je les accepte comme ils sont. Mais c'est clair que dans ma vie perso et ma vie pro, je me vois pas du tout comme ça dans le futur. Ouais. Bah, après, c'est marrant que tu fais ça, mais c'est courant. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui vont quand même à l'opposé de leurs Mhm. parents. En tout cas, sur certaines verticales, je pense que c'est normal, tu vois, Ok. d'essayer d'opposer ses parents. Mais c'est hyper intéressant et c'est. Enfin, je te pose cette question, c'était pas un piège du tout, hein, c'était plus parce que Ah, mais je trouve, c'est marrant. je trouve ça parler de hyper ça. intéressant de creuser, tu vois, un peu cette verticale que tu as eue. Je pense que ça conditionne énormément ton enfance, conditionne énormément celui que tu es devenu. Trop intéressant la partie, tu vois, autour de ton grand-père parce que il y a un truc qui est très triste. Moi, j'ai perdu mon grand-père aussi il n'y a pas très longtemps. Et en fait, tu conscientises tout ce qu'ils ont pu Ouais. t'apporter d'hyper positif à ce moment-là et tu te dis, mais merde. C'est dommage. Tu vois, donc il y a un côté profiter du coup bien de vos proches. De J'en ouf. profite pour De faire ce ouf. truc parce que c'est hyper important. Mais ok, donc du coup, franchement, on a fait un pont hyper intéressant. Et donc du coup, pour revenir un peu sur le côté plus pro, Ouais. parce on s'était bien enfui dans le côté perso, euh, comment parce que tu m'as dit plusieurs fois, j'ai pas vraiment eu de déclic, ça a été un peu progressif, Mhm. mais il y a bien un moment, tu vois, en plus, vis-à-vis de tes inspirations, etc., d'une certaine façon, même ton grand-père, tu vois, d'une certaine Mhm. façon, ça t'a tracé une route, tu vois, peut-être inconsciemment pendant un petit moment, et puis à un moment, j'ai l'impression que tu t'es dit, bon, ok, let's go. Tout à l'heure, tu me disais 2018, c'est l'année où je dépose le nom de domaine Numadeo. Déjà, comment t'en arrives, tu vois, Ouais. à te dire, je vais déposer le nom de domaine Numadeo, ou je vais faire ça de ma vie, et j'ai la capacité
de faire ça, quoi. Ouais, bah en fait, c'est très simple. C'est que via justement cette passion autour du bodybuilding, etc., j'avais toujours un peu un pied dans la vidéo. J'ai fait des vlogs muscu, des vlogs justement aux événements où j'allais pour voir les athlètes. Ok. Donc, je faisais de la vidéo autour de ça. Et j'avais aussi une chaîne YouTube de motivation autour du bodybuilding. C'est-à-dire que je prenais des clips des athlètes connus, je refaisais un mix avec une musique motivation et un montage stylé. Et je mettais ça sur ma chaîne en mode vidéo motivation. Et j'avais fait des 300 000, 400 000 vues, tu vois, Ok. sur la chaîne. Incroyable. Stylé de ouf. Et ouais, c'était la bonne époque parce que maintenant, il n'y a que ça partout. Mais ouais, j'avais fait plusieurs vidéos comme ça. D'ailleurs, si vous voulez aller checker, c'est Olympe Fit Motivation, la chaîne. Ok. Elle est toujours active, non? Elle est toujours active parce que j'ai plus les mots de passe. Ok. Mais tu mets plus rien. Non, Bah je non, mets du plus coup. rien. Bah non, du coup. Mais il y a toujours Ok. les vidéos, du coup. Ok. Donc, je développe en fait tout simplement une compétence qui est le montage vidéo. Et via le fait que je commence un peu à découvrir ce game du business en ligne, je commence à voir des Cédric Anissette, des Alec Henry à l'époque, enfin tous ces dinosaures. Et en fait, je rentre dans des groupes Facebook tout simplement d'entrepreneurs grâce aux links qu'ils ont dans leurs vidéos et tout. Et sur un groupe d'entrepreneurs de Enzo Honoré, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, je vois que c'est, ouais. Enzo Honoré, il y a un mec qui met je cherche un monteur vidéo pour monter des vidéos YouTube qui est chaud et tout. Et en fait, je réponds à ce commentaire, à ce post en disant bah en fait, moi oui, je sais monter des vidéos. Par contre, j'ai jamais fait pour d'autres personnes. Il m'a dit OK, on fait un test. On a fait un test, c'est bien passé. Il m'a dit je suis chaud, vas-y, on commence à bosser ensemble. Par contre, si tu veux qu'on bosse ensemble, il faut que tu te déclares. Ouais. Et en fait, j'ai été, malgré moi, obligé de lancer une auto-entreprise en 2018. Et je me rappelle très bien parce que mon ex, son voisin était comptable et c'est lui qui s'est occupé de tout faire pour moi. Ok. Donc j'ai eu de la chance sur ce côté-là, j'avais pas de barrière administrative. Et c'est là où je commence à faire mes premières missions du coup de monteur vidéo sur un MacBook Air, pas du tout fait pour le montage vidéo, qui surchauffe dans ce qu'il fait. Tu vois, je te parlais de ma chambre de 11 mètres carrés avec mon banc de muscu qui prenait un quart, mon lit, mon bureau et je faisais mes montages là-dessus. Et donc, j'encaissais mes 15 euros par vidéo. Ok. YouTube. 15 euros la vidéo YouTube Ouais. à cette époque. Donc, c'était effectivement un autre monde. Et donc, je faisais mes 100, 200 euros par mois à côté justement de mon DUT, à côté de aussi mes trucs quand j'allais faire Ouais, de la manutention. Donc, je commence à développer du coup cette compétence. Je sors pas du tout de ma zone de confort parce que c'était un peu une agence YouTube qui me déléguait du coup le montage. Donc, juste, je prenais ce qu'ils m'envoyaient et je faisais les montages. Et voilà, petit à petit, en fait, je sais plus à quel moment je me dis, en fait, il faut que je donne une image de marque autour de mon activité. Et tout simplement, je mixe les noms autour de cette activité-là qui est le montage. Donc, numérique, marketing, vidéo. Je mixe tout ça, ça fait Numadeo. Mais non, c'est ça le nom? C'est ça. Incroyable. Et en fait, c'était le seul nom qui était dispo en nom de domaine et qui était cool. Donc, je l'achète Ok. sur OVH et voilà, je fais un site web sur WordPress, vitrine, où je présente ce que je fais. Ok. Mais Donc voilà, c'est comme en ça deux que speed. tout démarre. Et c'est autour comme de- ça que tout démarre Ok. dans le sous-sol de la maison dans laquelle on avait déménagé, où j'avais pas de Wi-Fi, où j'allais à la salle à Fitness Park uploader les vidéos parce que j'avais pas de Wi-Fi chez moi. C'était la DSL. Enfin, c'était l'aventure. Ok. Et donc c'est comme ça que ça commence et que pendant 2 ans, en fait, jusqu'à 2020, je fais des montages à droite à gauche justement pour ce mec, pour ses clients. Après, j'ai un autre mec qui a une agence aussi qui m'envoie de temps en temps des missions et où ouais, je commence des fois à la fin à faire des 600 euros par mois et je dis putain incroyable et je passe X heures, je gagne 600 euros par mois. Aujourd'hui, je bosse 45 heures, je gagne 1004. En fait, si je passe autant d'heures sur mon taf, je ferais beaucoup plus d'argent. Et c'est comme ça que vient la réflexion de, en fait, est-ce que je peux pas devenir entrepreneur et faire mon activité? En plus, tu bouffes de l'entrepreneuriat à longueur de journée en montant les vidéos Ah oui. des gens. Donc ouais, ça drive un peu ta réflexion. Et bon, j'enchaîne hein, l'histoire du Ouais. coup, donc tu Mais me coupes en pas. fait, parce que j'étais en train de. En fait, c'est parce que tu m'as fait penser à un truc. J'ai remarqué dans ce que tu dis que la motivation, les gens, tu vois, qui parlent, qui sont motivationnels, ça te drive de fou. Tu vois, j'ai l'impression que ça a un gros impact Ouais, sur toi. je suis influençable aussi un peu en ce sens. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Mais ce que je comprends, du coup, c'est pour ça que je te coupais pas, parce que je voyais, tu vois, Ouais. que c'était
que c'était naturel, mais j'ai l'impression, même quand tu parlais de Franck Nicolas, tu vois, qui est un mec, quand il parle, tu vois, il est grave inspirationnel. Le mec dont tu parlais tout à l'heure, qui faisait de la muscu, qui a plein de Ouais. salles et tout à LA, c'est pareil, y a pas. Tu vois, je vois trop l'américain devant sa salle, tu vois, à Et fond. ça me en train de prenait dire, les gars, la machin. boule au ventre quand Ouais. il parlait, tu vois. Mais du coup, c'est pour ça, quand tu as dit ça, je me suis dit, putain, c'est fou, parce qu'en fait, tu t'es nourri un peu de Mhm. tout le monde pour te dire, ok, bon, go, tu vois, ça t'a Ouais. mis en confiance, en fait, si je comprends bien. Ouais, carrément. Ok. carrément. Et donc, du coup, de là, tu passes sur la suite. Enfin, genre, tu as plusieurs agences pardon, qui te passent C'est des ça. trucs. Et derrière Et en fait, on arrive en février-mars 2020. Ouais. Et en fait, j'étais en mode, je sais pas quoi faire. Je suis en première année de master. Il me reste 1 an et demi à tirer pour du coup valider mon master. Mais en même temps, je fais 45 heures semaine chez Decat. Je vais à la muscu à 22 heures le soir. Je taffe après quand je rentre sur mes montages. Le matin, je me rappelle, j'avais une routine de baiser. J'étais un baiser. Je me levais à 4 heures. J'allais marcher pendant 1 heure avec un podcast de Caroline, pas Caroline Mignot, Caroline Legnaud. Ok. À Ouais, l'époque, Pauline Legnaud, ouais. Pauline Legnaud, dans les oreilles, et aussi Franck Nicolas, et aussi David Laroche. Et je faisais un tour Ok. de quartier, je disais putain, tous ces connards ils dorment, ils sont salariés, moi je vais être entrepreneur. Ok, je Je te vois. jure. J'étais matrixé, et je sais pas comment je faisais. En fait, je me levais à 4 heures et à 7 heures, j'allais après à Decat taffer. Et ouais, c'est hyper dur dans cette période-là parce que tu sais pas quoi faire en fait. Après ma marche, j'allais devant mon ordi, j'avais plus de montage, j'ai dit putain, mais qu'est-ce que je fais Ouais, maintenant? comment je démarre, En en fait, gros. je sais pas quoi faire, littéralement. Donc ouais, c'est une période qui était hyper cool en vrai. Et du coup, je suis dans cette impasse où je me dis je sais pas quoi faire. Et en fait, je parlais avec une crush de T4 d'ailleurs. Et c'est elle qui m'a forcé à prendre une décision. En gros, c'était genre, je sais pas, je lui parle de tout ça le mardi ou mercredi. Elle me dit vendredi, tu me donnes une décision. Vendredi, tu me dis soit tu quittes tout et tu te mets à fond dans le business, soit tu finis ton master. Et tu te tiens à cette décision. Bon conseil. Bon conseil de fou. Et du coup, je suis là, je cogite de ouf. Et je dis, ok, nique sa mère, je vais à fond dans le business. C'est bien. C'était le vendredi. Le samedi, du coup, j'arrive au taf. Je parle à mon chef de rayon. Je lui dis, écoute, lui, il savait, tu vois. Il me disait, ouais, t'as fait quoi ce week-end? Ouais, j'ai que bossé, machin. Il savait que j'étais un peu dans le business et tout. Et je lui dis, écoute, j'aimerais faire une rupture conventionnelle et arrêter mon master et me concentrer à fond sur mon projet perso. Ok. Il me dit, ok, c'est ton choix, pas de souci. Enfin, hyper ouvert, tu vois, donc trop cool. Et en fait, le soir, annonce de Macron confinement. Ok. D'accord. Donc, on Ah a- oui, parce qu'on est quoi en 2020, là, mars Ouais, 2020. mars 2020. Ok. Donc, on n'a pas le temps de signer les papiers, de faire machin et tout. Donc, hyper la situation de ouf. Et Ouais. du coup, pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'achète une formation filmmaker. Je me forme filmmaker. Je fais des vidéos YouTube chez moi parce que t'avais rien à faire pendant le confinement en vrai. Bah oui. Tu faisais rien. c'était- Et donc, clair. je me forme, je branle rien également. Enfin, alors que j'aurais pu faire des millions en e-commerce. Tout le monde pensait ça à ce moment-là. Ouais. Mais bon. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que je commence full time. Et après, en mai, quand déconfinement, j'ai mon mois de préavis où du coup, je taffe encore pendant 1 mois chez Decat. Et après juillet, full time, je peux être sur mon activité, Ok. sur Numadeo du coup. Et donc, Et tu voilà, fais quoi du coup à ce moment-là? Parce que tu dis full time, mais du coup tu viens de quitter Decat. c'est ça. La situation, enfin t'as pas des clients qui pleuvent C'est comme ça. ça. Ce que j'ai fait, c'est simple. J'ai bombardé tous les mecs qui faisaient du YouTube Ok. par mail. Et vraiment comme un bourrineur, tu vois. Ouais. Il n'y avait aucun copywriting, aucune psychologie. Juste j'envoyais des emails à la main. J'avais pas de lemlist et toutes ces conneries. J'avais un fichier Excel. À la main, je suis allé chercher tous les gens. J'ai pris leur adresse email sur leur compte YouTube. Et avec... c'était quoi? C'était Lead Hunter ou un truc comme ça. Ouais. Où tu peux scraper l'email. Ouais. Je prenais tous les emails de tout le monde et j'avais mon fichier Excel et je leur envoyais des emails à la main avec mon nom de domaine sur Roundcube. C'est Ouais, tu t'es chauffé. Ouais. la boîte mail de merde et tout. Et en fait, Je vois très bien, c'est le cube avec le petit rond là aussi. Ouais. Je vois très bien. truc archaïque. Ouais. Et juste, je disais bonjour, je suis monteur, je fais ça. Est-ce qu'on bosse ensemble, tu vois? Il n'y Ouais. avait aucun truc, aucune technique de loom, de machin, rien. Et en fait, vu qu'à ce moment, en 2020, en fait, c'était encore assez jeune comme marché, Ouais. Ça répond. juste, j'étais un acharné. Je relançais toutes les semaines jusqu'à ce qu'ils m'insultent. Je relançais. Et j'ai commencé à décrocher petit à petit mes premiers contrats monteurs avec ça.
En plus de ça, les clients que j'avais déjà via l'agence, j'ai fait un truc un peu de connard, c'est que sur un client, je les bypass l'agence. J'ai bossé en direct avec ce client parce que le mec était en vacances pendant un mois. Et du coup, le client m'a dit, mais en fait, viens, on bosse en direct. Du coup, j'ai dit, bah ouais. Parce que le mec me payait 15 euros. Je lui dis, ben, vas-y, 35 la vidéo. J'étais en mode incroyable. Il m'a dit, bah ouais. J'ai dit, yes. Ça veut dire qu'il devait prendre 50. Et le mec, autrement. il vendait ça 60, ouais. Ah, ok. Donc, Voilà. donc ouais, je les bypass comme ça. Et en fait, après, à ce mec-là, très drôle, j'ai acheté la formation filmmaker. Ok. Il s'appelle Antoine Simonet et je l'embrasse parce que maintenant on est potes et on a même fait des masterminds ensemble et tout. Et ben j'ai bypass Antoine aussi en filmmaker en proposant à mon mec, à mon client Hassan, du coup Hassan B, en direct, bah vas-y maintenant je sais tourner, j'ai acheté une cam Ouais. en Go. prêt à la Fnac, je peux venir filmer chez toi, Ouais. pas de souci. Et du coup, vu que je faisais moins cher également, vu que c'était le début, je crois que c'était 500 € la journée, je refacturais même pas les frais de tournage, donc je faisais 4 heures, 5 heures de route pour y aller, aller-retour. Bref, mais c'est comme ça que je commence à faire mes 3 000, 5 000, 10 000 € par mois en freelance, tout seul, à faire tout, montage, publication, je faisais même des landing pages, mais j'apprenais, tu vois, tout ce qui venait, je le prenais, parce qu'en fait, j'étais soif d'argent, vu que je me disais, putain, mais je suis tout seul maintenant, il y a rien, quoi. Et donc, j'y allais à fond dans tout ce qu'on me proposait, dans le digital, même de l'ADS, hein, alors que zéro compétence en média buy, rien. Je disais oui à tout pour justement prendre de l'oseille et prendre de l'expérience et découvrir et faire un réseau. Et c'est comme ça que du coup, en bombardant les mails, je commence à avoir des premiers appels de vente. Ben, pareil, avec ma timidité encore qui était là, catastrophique. Mais je commence. Mon premier contrat, c'est avec Alain Semevo, un formateur dans l'e-com, Ok. et 2 000 € par mois pour gérer sa chaîne YouTube. Et quand j'ai closé ça, je fais putain, c'est une dinguerie. Je vendais des montages à 100 balles. Là, je fais 2 000 € par mois juste en Ouais, c'est vendant à ce mec. récurrent en plus, Et, magnifique. et on l'a gardé 1 an et demi, tu vois. Ah ouais, pas mal, bien. Et Ok. incroyable. Et il m'a fait confiance. Et pareil, il vit à Tallinn. Et je l'ai revu il y a il y a 6 mois, un truc comme ça. Donc incroyable, tu vois. Vu que ce monde est petit, tout le monde se connaît. De ouf. Et ouais, du coup, je fais mes premiers. Je me rappelle le mois que j'ai déclaré à l'URSSAF 13 000 €. J'étais en mode comme un dingue. 13 000 € facturés, du coup encaissés, parce que c'est ce que Et du coup, tu as vite switché parce que tu restes pas longtemps. c'est ça, jusqu'à du coup février 2021 où là on passe sur la société que j'ai actuellement, la Numadeo Ltd. Mais tu plus tout seul là, du coup. Et là du coup j'étais plus tout seul, mais il y a encore plein d'histoires autour de tout ça, des Ouais. associés machin. Mais pour revenir sur le sujet de base, voilà un peu Numadeo commence à... Et mon projet finalement business, alors ce que je n'ai pas dit, c'est qu'avant j'ai fait du drop, zéro Ok. vente, j'ai fait du trading, zéro bénéfice. Ok. J'ai fait quoi encore J'ai fait des pages Insta, j'ai fait une marque de vêtements muscu, j'ai fait plein de trucs mais qui n'ont jamais pris, qui n'ont jamais fait de chiffres. Ok. Ouais, mais tu t'es quand même testé sur full truc au final Ouais. avant. Même Ok. influenceur muscu, tu vois, à un moment, Ah ouais je voulais être influenceur muscu. J'avais Ok. une page qui s'appelait Fitness Stud, avec un blog où je faisais des vidéos, des articles de blog sur les exos à faire. C'était en 2016, ouais, 2017. Ok. Incroyable. Ok, trop bien. Et du coup, vous créez une Madeo. Là, du coup, tu vis à Londres, c'est ça? À ce Ouais, moment-là? donc pareil, là l'histoire elle peut être longue si je vais dans les détails, mais Ouais. en Bah, déjà, gros, comment tu rencontres la base? ouais, Comment tu rencontres tes associés? Pourquoi vous créez une boîte? Pourquoi tu restes pas en indé? ouais. En fait, aussi, c'est moi ce que je veux comprendre, je pense que tu as compris, c'est la psychologie derrière de en Mhm. fait tout seul, ben j'irai peut-être pas aussi loin, tu vois. Aussi. Carrément. Donc, l'une des agences pour laquelle je bossais en tant que monteur, elle s'appelait Nice à l'époque, NYCE. Et c'était Alexandre, du coup, qui gérait cette agence-là. Ok. Et en fait, il faisait exactement ce que je faisais après avec Numadeo. C'était agence pour de montage pour les entrepreneurs, en gros. Et Ok. filmmaker pour les entrepreneurs et tout. Il faisait des vlogs, etc. Il avait comme client Yomi et Alec. Ok. Et en fait, en 2021, donc janvier 2021, il y a le projet du film entrepreneurs.com, donc qui est une VSL interactive en fonction de qui tu es, donc un truc incroyable, une techno incroyable. Je sais Jamais pas vu si tu ça. l'as vu J'ai passer. jamais Non, vu. franchement, c'était un projet de fou et ils étaient en avance sur leur temps. C'est quoi le concept du coup? C'est une VSL ou C'est en une fonction VSL de. interactive film où Ok. dans la VSL, tu peux cliquer dans la VSL et ça te met un scénario différent en fonction de qui tu es et, Ouais. et un produit différent en fonction de qui tu es. Et c'est comme ça qu'ils ont, en fait, en fonction si tu avais un business physique, un business en ligne, si tu es débutant, si tu faisais déjà du chiffre, Ah, mais c'est stylé en de ouf. fait, tu avais je sais pas, une infinité de chemins différents par rapport à cette VSL-là. Et c'était un projet de fou.
Et donc, il se sentait. Alec a dit à Alex, parce que Alex, c'est quelqu'un d'artistique et très désorganisé. Il a dit, je me sens pas que tu viennes tout seul faire ce projet-là. Je veux que tu viennes avec quelqu'un d'autre. Et moi, justement, depuis toujours, je suis très rationnel, très carré, très organisé, profil bleu, tu vois, hyper, Ouais. hyper rationnel. Et donc, au départ, c'était pas moi le numéro un, c'était un autre gars, un autre freelance qu'il connaissait. Sauf que ce mec, à 2 jours de venir, il n'avait pas de passeport. Il a raté la mauvaise opportunité. Lui. C'est Ah, ça. ok. Et donc, du coup, Alex, il m'appelle et il me dit, ben, j'ai un projet avec Alec, écoute, j'ai besoin de toi, je sais que tu as du matos de tournage, viens à Londres, on va tourner ça. Ok. Et je rencontre Alec du coup sur un visio, on se valide ça. Et donc, janvier 2021, je crois que c'était un truc genre 12 janvier, un truc comme ça. Ben, je prends mes billets pour aller à Londres. À l'époque, c'était toujours Covid, c'était toujours l'anarchie avec les trucs de sortie, machin, tu pouvais pas voyager et tout. Et en plus de ça, il neige. Genre averse de neige la nuit avant de partir. Et donc, tous les trains annulés. Du coup, je reporte. Mon daron, je me rappelle, il m'emmène à l'aéroport pour Strasbourg pour peut-être choper un vol qui pourrait m'emmener à Londres. Sauf que Alex, lui, il était à Paris. Et ils disent non, n'y va pas en fait parce qu'ils vont te bloquer. Moi, ils me bloquent, ils me font chier. J'ai réussi avec une attestation, je sais pas quoi, mais toi, tu vas pas passer, machin. Donc, du coup, rebrousse chemin. Je me rappelle, j'ai fait des stories où je commentais la situation en live. Le lendemain, du coup, je retente, mais via un train de nouveau. Cette fois, ça passe. Sauf que entre Stras et Paris, train, il reste stoppé au milieu de la voie. Ok. Et coupure, en fait, il y a un câble électrique coupé. Pendant, je crois, 8 heures, on est dans le train avec des couvertures de survie, Mais bloquées dans le train. Ok. Incroyable ça. Et donc, j'ai pas ma correspondance pour l'Eurostar. Et donc, on avait un groupe Messenger et du coup, Alec, je disais, mais putain, mais mec, il va me prendre pour un rigolo, tu vois. Ça fait 3 jours que je décale, je peux pas venir et tout. Et je montre les preuves, le photo avec la couverture de survie et tout. Laisse tomber, dinguerie. Et donc, finalement, on rentre, je crois, à 23h. Plein d'anecdotes aussi autour de ça, mais on va durer 15 ans si je les raconte tous. Bref, du coup, le lendemain, je prends mon billet pour Londres. l'Eurostar à Londres. Et du coup, là, ça passe. Je passe les contrôles. Je sais plus comment, mais je réussis à passer les contrôles avec une attestation d'Alec, machin. Enfin, bref. Et finalement, j'arrive à Londres. Je rencontre Alex, du coup, pour la première fois. Je rencontre Alec également dans sa tour à Londres. Incroyable, tu vois. Là, j'en prends plein les yeux. Parce que moi, de base, je suis à Colmar, dans mon coworking ou dans ma campagne. Alec, Et là, il vivait à Londres il à cette vivait à époque-là. Londres, ouais, à Ok. l'époque. Et là, je rencontre Alec, je vois son appart au 47e étage, vue sur tout Londres, dinguerie, j'explose mon crâne, je fais ah putain, mais en fait, c'est vrai, ils gagnent de l'argent, ces mecs, c'est réel. Et c'est là où je réalise que, en fait, ouais, c'est possible. Après, je vais dormir chez son associé Amine, dans un autre appart à côté, pareil, avec une vue de fou, genre c'était le dream, vraiment, j'étais abusé, comme j'étais impressionné. Et donc, on se rend compte, on fait ce projet-là, du coup, du film Entrepreneur sur 2 semaines où on tourne comme des ravagés et on le sort en 3 semaines. La VSL, du coup, c'est incroyable pour 3000 balles à l'époque. Mais Donc, que dalle. Alex, tu m'as bien arnaqué. Mais bon, c'est de bonne guerre. Et donc, on sort ce truc de ouf. Eux, pareil, ils investissent des centaines de milliers d'euros pendant 2 ans sur ce film-là qui fait un carton. Et donc, Alec et Amine, en fait, par leur expertise avec entrepreneurs.com, ils ont un besoin d'avoir une boîte de prod, une boîte qui les accompagne sur tout ça, parce qu'en fait, il y a tellement de business autour de ça que C'est ouf. ça fait trop sens. Et donc, je me rappelle, ils étaient jeunes aussi à l'époque, tu vois, c'était à 4 ans. Donc aujourd'hui, je crois qu'il a 29 ans ou 28 ans, Alec, donc il avait 24 ou 25. Donc, je me rappelle, il rentre d'une marche avec Amine et il s'adresse à moi parce que Alex, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un d'artistique, etc. Et il dit, écoute, nous, on a trop bien senti ta vibe avec Amine. On aimerait te proposer de s'associer avec toi pour créer une boîte de prod ensemble et tout défoncer quoi, sur la suite. Et moi, zéro expérience, zéro maturité business, zéro machin. Donc, pour moi, c'est une opportunité de ouf. Voilà, donc finalement, on accepte avec Alex du coup de s'associer parce que lui aussi, il a eu des différends avec ses anciens associés sur ses autres boîtes. Donc en fait, c'était le timing parfait. Donc on s'associe, Alex,
Alec, Amine et moi. Donc Amine et Alec en tant qu'advisor et Alex et moi sur le côté opérationnel. Et donc on lance Numadeo au sens propre que ça a aujourd'hui avec la LTD. Et là, bam, en 2 mois, on fait du 50K par mois avec tout le réseau d'Alec et tout le business qu'il y a autour d'Alec. Donc moi, en fait, ma problématique pendant 1 an, c'était de livrer les clients. Ouais. Donc de recruter, de créer des process, de me heurter à l'hyper-scalabilité que tu te prends dans la tronche. Et donc, voilà, de gérer tout ça. En même temps, je faisais toujours les tournages avec Alex. Donc, on voyageait énormément avec tous les clients, toutes les relations qu'on se faisait. Du coup, on a mutualisé les 2 portefeuilles clients aussi, de lui ce qu'il avait. Donc, ouais, énorme. Il y avait du coup Yomi. Pendant 3 ans, on a bossé avec Yomi jusqu'en 2023, jusqu'à mi-2023. Donc ouais, on gravitait autour de tous les gros entrepreneurs de la sphère business. Et donc, après, il y avait également du coup la variable Hugo, donc, qui est rentré dans le projet au bout d'1 an, il me semble. Parce qu'en fait, Hugo, c'était mon meilleur ami pendant plus d'une dizaine d'années. On a grandi ensemble via notre cercle de potes depuis début lycée. Ok. Et en fait, il me voyait entreprendre, faire mes bails, etc. Et du coup, il était hyper pushy dans le sens ouais, j'ai trop envie de faire ça avec toi, j'ai trop envie de le faire, apprends-moi, enfin machin. Et donc, pendant toute cette période-là que je décris, de mi-2020 jusqu'à fin 2021, à côté de son master et son alternance, il faisait aussi quelques prestats de montage, il venait avec nous sur les tournages, etc. Il a monté en compétences en ce sens en suivant un peu le groupe. Ok. Et on lui a dit, en fait, ouais, si tu charbonnes et que tu montres que tu es pertinent, en fait, tu pourras Bon. faire partir du projet et prendre des parts. Et donc, ça se passe, il prend des parts, du coup, on valide, on est trop content, ça se passe trop bien. Et il intègre le projet ouais, je crois, fin 2021, un truc comme ça. Ok. Et il prend aussi une partie du projet, tout simplement. Ok. Donc, voilà. Voilà, comme on a parlé de beaucoup de trucs, on va recomposer, on va faire une petite marche arrière. Ouais, bah, En vrai, faut que tu m'arrêtes. hyper hein, si jamais, intéressant. mais- Non, non, mais justement, je voulais pas t'arrêter parce que hyper intéressant comment tu l'as raconté, ça pose bien le contexte. Le truc, c'est que, ok, du coup, au moment où vous fusionnez tout, Alec rentre dans le délire, etc. Tu passes pas zéro parce que tu faisais déjà du chiffre. Ouais. Alex aussi, je suppose, faisait Ouais. déjà du chiffre. Mais en fait, sur une nouvelle entité où vous êtes tous les deux, vous êtes à zéro au démarrage, quoi. C'est ça. Donc 0,50 en 2 mois. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ok. 1 ou 2 ou 3 mois, je sais pas. On sort Alec et Amine parce qu'ils ont des côtés un peu plutôt advisor. Ouais. Dans l'OP, comment vous gérez? C'est qui fait quoi? Parce que tu vois, c'est. Ben, c'était le charbon. Hein. C'était le charbon, pas cette fois à la manutention, mais sur l'ordi. C'est-à-dire que Alex et moi, on montait des vidéos toute la journée. Ok. En plus de ça, j'ai commencé à recruter des premiers monteurs en freelance. Parce que ouais, ton premier recrutement, c'est d'autres monteurs. En fait, D'autres votre monteurs, taf ouais, de c'est base, ça. c'est on monte. En c'est fait, ça, monteur, Mais vous monteur, tournez, monteur. On vous tourne montez. et on s'occupe de gérer les réseaux. Donc, Ok. de publier. Et vraiment, notre positionnement à cette époque, c'est agence YouTube organique. Ok. Donc, on s'ancre. Et j'avais déjà pris ça d'un de mes amis que j'embrasse fort, qui s'appelle Kelly, qui avait aussi une boîte de YouTube organique et qui m'avait pris en freelance monteur dans sa boîte. Et en fait, moi, j'ai pris son concept et je l'ai mis sous stéroïde. Ok. Parce que lui, il avait 2-3 clients, il faisait ses 10K par mois et voilà. Ça lui allait, ouais. Et ça lui allait. Et du coup, j'ai mis ça sous stéroïde. Et ouais, on s'est ancré sur ce positionnement-là, validé avec Alec et Amine. Ils ont dit, bah oui, il n'y a rien sur le marché sur ça. Faut foncer, faut y aller. Et donc, ouais, du coup, avec son réseau, avec Alec, on a beaucoup de clients qui tombent. Plus la mutualisation de nos clients, machin et tout. Et recloser les anciens clients qui étaient à la presta sur des abonnements. Donc, en fait, ça tout se cumulait. Donc, moi, je faisais les closings. Je recrutais du coup des monteurs pour pouvoir prendre les vidéos les plus simples et les déléguer. Donc pareil, tu as les premières merdes, ils ne respectent pas le brief, c'est mal fait, il y a des fautes, enfin plein de C'est de trucs. l'humain, quoi. Tu testes des monteurs au Maroc, tu testes des monteurs en France, tu testes plein de trucs, tu fais des erreurs, tu as des clients pas contents qui arrêtent et c'est normal parce qu'on était très jeunes à cette époque-là. Et donc ouais, c'était un mélange entre gérer tous les projets, du WhatsApp à longueur de journée, du Slack à longueur de journée et aussi du montage sur les gros projets où nous, on n'avait que les compétences, plus également de temps en temps faire des tournages. Donc, tu tournais la journée, le soir, tu montais tes vidéos ou je publiais les vidéos sur YouTube avec la miniature et j'organisais. En fait, c'était la course tout le temps. Ok. Ouais, donc c'est Fire pendant 1 an au moins, Ouais, c'est voire ça. plus. Hugo débarque, il fait quoi? Il fait toujours ça, en fait, Ok. un peu profil ambidextre sur du montage, sur
Ok. sur du tournage, etc. Et c'est en 2022 où en fait, moi, je sens que c'est un profil qui est extraverti, profil rouge, où je me dis en fait sa zone de génie, c'est sûrement le commercial. Ok. Donc au début, évidemment, il a pareil, pas confiance en lui, pas confiance en ce qu'il peut procéder, etc. Donc il y a une grosse année, tout 2022, où il monte énormément en compétence avec Alec, parce que Alec, lui, c'est aussi un profil très rouge commercial et très bon en vente. Bah, beaucoup de charisme. Donc pendant tout 2022, Alec, il le fait énormément monter en compétence sur le commercial et il prend petit à petit les appels de début 2022 jusqu'à, je pense, après 1 ou 2 mois, il prend tous les appels et il gère tous les closings en fait, des appels entrants sur Numadeo. Et en fait, c'est sa zone de génie, ça s'est prouvé avec la suite de l'aventure. Et il est très très bon dans cette compétence-là de vente. Il a énormément monté et évolué sur ces dernières années. Et donc, ouais, c'était le bon choix du coup de le mettre à cette place-là. Ok. Parce que ouais, il nous a closé des deals de ouf sur ces 2 dernières années. Ok. Hyper intéressant parce que du coup, à ce stade-là, il y a toujours Alexandre, parce qu'après Alexandre, si je ne me trompe pas, sort. C'est ça. Mais là, il y a toujours Alexandre. Là, il y a toujours Au tout Alexandre. début. Ouais. Donc, à ce moment-là également, ce que j'ai pas dit, c'est que à partir de septembre 2021, on s'installe à Dubaï, Ok. en coloc, dans le même appart tous les trois. Ok. Profil artistique, Alex. Profil rouge, Hugo. Profil bleu, moi. Ok. Donc voilà, ça fait des étincelles. Ouais. Artistique, c'est vert, c'est ça? Je sais plus. Ouais, je crois. Ok. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais ouais. Mais ouais, du coup, ça fait des étincelles. Humainement et personnellement, on est des personnes très différentes. Et donc, forcément, il y a des tensions qui apparaissent assez souvent, en vrai, dans la coloc, par rapport au business et par rapport au côté perso également. Donc ouais, ça fait des étincelles et on décide de quitter Dubaï en juin 2022. Donc Ok. ouais, presque un an après. Et après, on va un peu chacun de notre côté, en fait. Tout le monde a quitté Dubaï? Parce Ouais. qu'Alex, il n'est pas resté. Non, peut-être il est Non, revenu Alex, plus tard. je Ok, crois qu'il pensais. est parti à La Réunion, vu qu'il vient de là-bas. Ok. Et après, il s'est installé au Portugal, à D'accord. Ok. Porto. Ok, trop bien. Et donc, du coup, pour revenir recentrer sur Nomadeo, Alex sort à quel moment au final? Alex, il Comment- sort début 2023. Ah, ok, donc c'est euh, pas si vieux. Ok. c'est ça. Donc, il y a 2 ans, exactement 2 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que par rapport à la vision de la boîte et à la suite de la structure de la boîte, son profil ne fitait pas dans le sens où en fait il ne s'épanouissait pas personnellement dans la boîte. Euh, Nous, on avait des exigences et des standards qui étaient hyper élevés. Et en fait, vu que c'est quelqu'un, encore une fois, d'un profil très artistique, c'est pas négatif et péjoratif quand je dis ça, mais lui, il s'éclate à faire sa DA, etc. Sauf que nous, au niveau timing, au niveau rentabilité, au niveau machin, ça éclatait tout à chaque fois les éléments. Il n'était pas au rendez-vous sur les missions pro que je lui donnais. Il y a eu plusieurs rappels à l'ordre et finalement, au bout d'un moment, on s'est dit, mais mec, ça fait juste pas sens que tu continues à bosser avec nous. Ouais, tu t'éclates Donc, pas. tu Nous, ça t'éclates fait pas. pas le taf. Voilà, il y a eu évidemment des moments virulents, des moments Ouais, de pas tout. fun, etc. Maintenant, ça fait 2 ans. Voilà, on a pris de la maturité. C'était une histoire, c'est de l'expérience et voilà. Ok. Mais voilà. Et du coup, 2023, il sort. Et à cette époque-là, on avait aussi une formation de montage vidéo. Ok. Et du coup, on lui dit, pour sortir, nous, on te donne la formation montage vidéo. C'est là où tu t'éclates, en fait. Et voilà. tout Ok. simplement. Ok, très cool. Et donc, du coup, Alex sort, vous vous retrouvez tous. En fait, il y a plusieurs choses qui me tiquent. Mhm. Parce que du coup, entre 2021 et 2023, je suppose que votre chiffre, il a explosé, non? Ouais, en vrai, on a stagné entre les 50 et les 100 K de chiffre d'affaires par mois jusqu'à 2023. Ok. Donc, Alex sort en 2023. Et qu'est-ce que tu mets en place? J'ai l'impression que c'est un peu toi quand même qui a fait un peu chef d'orchestre, on va dire, sur les 100%. différentes verticales. Qu'est-ce que tu mets en place pour passer du coup la barre des 100, etc. et stabiliser au-dessus? Ouais, en fait, je sais pas si j'ai mis une action spécifiquement en place qui nous a permis de switcher. C'est plus un ensemble de choses. Déjà, du coup, son poste de DA a été repris par un monteur qu'on avait en interne depuis plus d'1 an et demi, qui s'appelle Salah. Et il a pris cette casquette de DA qu'il a super bien endossée. Et du coup, ça roulait beaucoup mieux au niveau des process. Après, non, c'était juste force de méthode d'acquisition, force de closing et force de delivery derrière, sachant que jusqu'à fin 2023, on n'était que sur de la prestat de service. Également, il y a plein de choses effectivement à dire, mais notre positionnement, il a évolué petit à petit.
Et en 2022, on a ajouté à notre corde à notre arc qui est la vidéo verticale. Donc avant, on n'était que YouTube horizontal. Après, on a ajouté quand on avait justement ce plafond de verre en termes de chiffre d'affaires via ce service-là. On dit comment on peut faire plus de chiffres. OK, on va demander à nos clients actuels qu'est-ce qu'ils ont besoin. En fait, on est parti du client à chaque fois pour développer des services qu'on pouvait upsell. Très smart. Et donc là, on a proposé la vidéo verticale, donc accompagnement vidéo verticale. Ça s'appelait Vertiscale. J'ai Ok. fait une VSL de fou à Bali, je me rappelle, j'étais hyper fier de ça. Et donc, Vertiscale, ça marche de ouf. Plein de gens nous demandent ce service-là. Donc, ça nous permet d'aller chercher plus de chiffre d'affaires, de passer la barre des 100K, de faire des mois à 100K, 110. Des fois, on fait un peu moins. Ça dépendait des mois. Et du coup, de continuer sur cette croissance-là. Et chaque année, en fait, on a rajouté un service où on a changé de pivot, on a pivoté en fonction de ce plafond de verre qu'on avait. Ok. Donc l'idée, en gros, c'était à chaque fois de venir compléter, on va dire, l'offre C'est ça. initiale pour faire de l'upsell, et au final faire monter le chiffre, quoi. D'abord, revendre à nos clients actuels et après, satisfaire une demande externe aussi d'autres clients qui n'avaient pas de besoin sur YouTube, mais un besoin et attirer une nouvelle clientèle, en fait. Ouais, Avec très ce smart, nouveau c'est du service. scale horizontal. Mm. C'est trop bien. Ok. Trop intéressant. C'est quoi l'enseignement principal que tu as tiré dans les 2 premières années, tu vois, avant? En fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est quel est en fait, l'enseignement qui, pour toi, a expliqué, qu'est-ce qui a expliqué votre succès dans les 2 premières années? Dans les 2 premières années, je pense déjà qu'on a eu un time to market excellent. Ok. C'est-à-dire qu'on était au bon endroit, au bon moment avec la bonne offre. Il n'y avait personne sur ce marché-là du personal branding en 2020, 2021, 2022. Donc, on a eu vraiment un time to market bon. On s'est associé aux bonnes personnes parce qu'on a directement eu une visibilité énorme. Ouais. Donc, ça nous a permis d'accélérer là-dessus. Et j'ai pas envie de dire qu'on était très bon en delivery parce que c'était pas le cas. Il y a des projets où on était très bon, des projets où on n'était pas bon à cause du scaling justement et du volume de clients qu'on devait gérer. Donc, je dirais pas que c'est ça qui nous a fait percer, mais après, tu as l'image de marque, tu as le relationnel, tu as les études de cas, Ouais. tu as tout ça qui fait qu'on s'impose sur notre marché. Le marketing également, sachant que Amine, qui est aussi associé, c'est une bête en marketing. Et en fait, je suis un peu, pas une copie, mais je découle de lui. Tu vois, tout ce qu'il m'a enseigné, je l'applique au quotidien. Et il y a beaucoup de principes qu'il m'a enseigné pendant ces 4 dernières années que j'applique au quotidien. C'est une machine de guerre. Pareil avec Alec. Pour répondre dans l'autre sens à ta question, j'ai réalisé également que tu es obligé de passer par cette période où tu te foires sur plein de choses. Ouais, de ouf. Parce que tu peux pas avoir cette maturité en fait quand tu lances un projet. Tu vois, là, j'ai lancé ce projet-là, j'avais 22, 23 ans. C'est déjà vieux pour certains. Il y a des mecs qui commencent le business à 18 ans. Tu vois. Mais en fait, j'avais zéro maturité business. Donc, bien évidemment qu'à cet instant T, ma meilleure opportunité, c'est de m'associer avec ces gens-là et d'y aller à fond. Ouais, complètement. Même si c'est pas la meilleure décision business en Tu soi. pouvais prendre. Ouais. Mais en fait, tu peux pas savoir par le passé. Donc, cette expérience et ces erreurs que tu fais nourrissent au quotidien ta réflexion et ta maturité business. Et encore aujourd'hui, je vis des choses de ouf et des épreuves de ouf que, pareil, j'aurais jamais pu anticiper. Mais c'est quand ça t'arrive que tu réalises que, en fait, tu prends de l'expérience. Et du coup, je regrette pas ça parce que si j'avais pas fait ces erreurs, je me serais quand même planté dans le futur sur les différents éléments. Ouais, complètement. Donc voilà, pour répondre à ta question, je sais pas si c'était clair, mais je dirais que c'est ça. Mais complètement. En plus, tu as anticipé du coup ma question suivante, donc ça fait Ok. levier, c'est parfait. C'est quoi pour toi le truc que tu as le plus foiré, justement, tu vois? Le truc, tu vois, qui vous a le plus bloqué ou que tu as le plus foiré là depuis le début de Numadeo? En vrai, je pense que c'est l'exécution via du coup les humains. Donc ne pas savoir recruter les bonnes personnes et trouver un modèle économique rentable en recrutant les bonnes personnes pour avoir de la qualité. Ok. Donc ne pas avoir craqué ce code-là sur de la presta done for you, c'est je pense ce qui nous a le plus pêché et ce qui nous a créé le plus d'insatisfaction client et de clients mécontents. Et donc qui nous a forcément fermé des opportunités par le fait de ce mauvais delivery. Donc effectivement, c'est la non-maturité au niveau du recrutement, le choix au niveau du recrutement,
peut-être le manque de process et le manque de vigilance de ma part, faire trop confiance aux gens Ouais. et me dire que c'est gagné, c'est bon, j'ai un chef de projet, j'ai plus à mettre le nez dedans. Ouais. Parce que ça me fait chier. C'est pas là où je m'éclate en tout cas. Donc le suivi client et la gestion client, donc peut-être un laxisme de ma part là-dessus. Et c'est ce qui a, je pense, bridé un peu notre croissance et qui a donné des opportunités à nos concurrents du coup sur le long terme. Ouais, je pense que c'est ça sur les 4 années. Je pense que c'est l'erreur la plus forte. Ok, hyper intéressant. J'ai remarqué que forcément, de par ton activité, tu défends beaucoup la brand personnelle, tu vois, le fait de vraiment devoir, tout simplement pour avoir de l'impact, pour créer plus d'acquisitions, etc. Pourquoi pour toi, enfin, moi, tu m'as dit plusieurs fois, c'est essentiel vraiment de bosser ta brand à fond, etc. Pourquoi pour toi, c'est game changer de nos jours? Déjà, il y a une grosse tendance en ce moment sur le personal branding. On est au cœur du pic, tu sais, l'évolution du marché là. On est au cœur dedans. On n'a jamais eu autant de concurrents sur ce marché-là. On n'a jamais eu autant de demandes également sur cette demande-là. Donc, il y a vraiment cet effet de tout le monde doit faire du personal brand. Et du coup, c'est le principe de l'offre et de la demande. Le marché devient de plus en plus concurrentiel par rapport à la personal brand. C'est-à-dire que n'importe quel, j'ai envie de dire, gamin, n'importe qui va faire une personal brand et faire des vidéos verticales. Donc, la complexité et l'offre s'intensifient. Du coup, la demande derrière, elle reste sensiblement la même. Toujours le même volume de mecs qui regardent des vidéos verticales. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'intérêt sur le mot personal brand. C'est une tendance de ouf en ce moment sur les réseaux sociaux et même sur les formateurs, les coachs qui vendent des prestats. C'est personal brand en ce moment. Si tu as eu l'époque closing, l'époque SMMA, l'époque SaaS, là en ce moment, c'est vraiment le personal brand. Jamais eu autant de concurrence autour de ça. Et du coup, ça fait que le marché s'éduque énormément autour de cette notion-là. Et donc, l'offre se multiplie. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'offres de personal brand. Tu peux voir de plus en plus de créateurs, entrepreneurs qui font leur personal brand. Sauf que au niveau de la demande, elle est assez stable. Il y a toujours le même niveau de personnes qui consomment de la personal brand. Ce qui fait que du coup, les vues et les impressions sont un peu diluées. Et il y a toujours ce concept d'avoir un peu des têtes d'affiche. Mais le plus important pour moi, c'est de créer surtout une petite communauté, mais d'acheteurs. C'est-à-dire, on ne va pas aller chercher à créer le nouveau Yomi ou le nouveau Iman Gadzhi, non. On va aller chercher à créer une communauté de prospects qualifiés par rapport à ton activité. Donc, bien sûr, ça dépend aussi de ton objectif via la personal brand. Il y en a, c'est de la marque employeur. D'autres, c'est juste pour être visible. D'autres, c'est pour convertir. En fonction de ça, bien sûr, on adapte. Mais il ne faut pas s'attarder sur le fait de, effectivement, avoir une énorme personal brand avec plein d'abonnés parce que, en fait, ce ne sera pas ton cœur de cible déjà. Ouais. Et ton objectif, en fait, via la personal brand, ce n'est pas d'avoir une personal brand, c'est de venir maximiser ta composante marketing au global. Et je suis de plus en plus persuadé que c'est beaucoup plus important d'avoir un bon marketing que d'avoir un bon personal brand. Okay. Pourquoi ? Parce qu'un bon marketing, c'est la bulle complète. Le personal brand, c'est une petite bulle dans cette bulle complète. Et évidemment que si tu as un bon personal brand, derrière les autres assets de ton marketing, ils seront facilités. Des coûts par 1000 qui seront moins chers, des coûts par lead qui seront moins chers, des coûts par appel qui seront moins chers, des talents qui viennent beaucoup plus facilement à toi, des sollicitations pour des conférences, pour des trucs qui arrivent beaucoup plus facilement, etc., etc. Mais tu peux réussir sans cette composante-là. Et pour moi, il vaut mieux être excellent en marketing et mauvais en personal brand que l'inverse. Okay. Parce que, en fait, ton marketing, du jour au lendemain, tu sais que si tu appuies sur 2-3 boutons en mettant de l'ads, en mettant de je sais pas quoi, de machin, un truc, tu sais que tu vas aller générer du client, tu sais que tu vas aller générer de l'activité. Et c'est un peu me prendre à contre-pied avec Numadeo que de dire ça, mais j'ai de plus en plus envie d'aller vers cette variable-là, c'est-à-dire le marketing au sens propre, digital, autour d'un business digital, même physique en soi. Okay. Parce que pour moi, c'est ça qui a la vraie, ça qui fait la réelle différence par rapport à ton concurrent. C'est ton positionnement, certes, mais surtout ton marketing. Ton marketing, c'est pas que la personal brand, c'est une composante de ton marketing. Okay. Donc, j'ai envie de faire évoluer Numadeo sur cette verticale-là. Je suis en recherche et développement, entre guillemets, sur comment. Mais pour moi, c'est la composante. Donc oui, il y a un intérêt énorme par rapport à ça. Le fait est aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que la barrière à l'entrée pour proposer des services de personal brand, elle est hyper faible.
C'est-à-dire que n'importe qui peut crafter une formation en prenant 3-4 vidéos YouTube. Ouais. Et il n'y a pas d'expertise métier énorme sur le personal brand. Ouais, la barrière à l'entrée est très faible. Donc même nous, nos concurrents, en fait, notre concurrent, ça va être une agence personnelle, un linker, les grosses agences comme ça. Ça va aussi être le community manager freelance qui facture à 500 euros par mois. Ouais. Tu vois, donc la barrière à l'entrée, elle est très faible. Et donc, c'est ce qui fait aussi que j'ai envie de me professionnaliser, si j'ai envie de dire, sur du marketing plus global, l'accompagnement un peu plus poussé autour du marketing. Et il ne faut pas se dire que c'est fini si tu n'as pas de personal brand. Certes, tu accumules une dette de personal branding si tu ne le fais pas, parce que chaque jour, chaque mois où tu ne fais pas de personal branding, c'est des mois qui sont très difficiles à rattraper. Donc, vaut mieux commencer le plus tôt possible pour avoir justement cette courbe exponentielle, parce que le personal brand, c'est ça, c'est exponentiel, c'est pas du jour au lendemain. Donc, vaut mieux se lancer le plus tôt possible, même si c'est pas parfait, pour justement effacer cette dette de personal branding. Mais j'ai pas envie de dire que c'est essentiel Ok. pour performer. Et quelqu'un, par exemple, qui veut se lancer, tu vois, mais qui ne sait pas comment il ferait, ce serait quoi, toi, ton premier levier ou même le premier format, tu vois, genre que tu conseillerais pour... C'est d'aller sur numadeo.fr Ouais. et de Bonne télécharger réponse. la roadmap, le lead magnet qu'on a créé, où en fait, j'ai créé un algorithme Ok. qui va te définir une stratégie de personal brand en fonction de qui tu es. Ok, trop Et stylé. demain, j'interviens du coup dans ta conférence. Ouais. Tout le monde aura accès à ça et pourra l'utiliser. Trop bien. Et en fait, j'ai travaillé avec mes 4 années d'expérience dans le personal branding, avec mes consultants également qui travaillent avec nos clients, et avec un docteur en nature multiple et psychologue pardon, sur ce test-là. Et en fait, en fonction des réponses que tu vas donner dans un typeform, ça va te donner un profil type spécifique. Et ce profil type, du coup, ça te donne une roadmap concrète sur quelle typologie de réseau tu dois privilégier, comment tu dois communiquer, de quelle façon, avec quel trait de caractère tu dois mettre en avant, quel type de concept tu dois faire selon les réseaux que tu dois privilégier, et en combien de temps. Moi, jour 1, jour 2, jour 3, jusqu'à jour 90, je crois. Ok. Et donc, tu as la roadmap concrète de comment faire. Parce qu'en fait, le personal brand, c'est unique à chacun, c'est dans le nom personnel. Donc, il faut que ce soit une continuité de toi-même, une continuité de tes valeurs et de ce que tu incarnes. Donc, il ne faut pas jouer un rôle sur les réseaux sociaux, il faut être toi-même et il faut parler de toi pour mettre en avant ta boîte. Et en ce sens, je ne peux pas donner un conseil générique d'aller faire des vidéos verticales. Non, ça dépend de ton marché, ça dépend de ta niche, ça dépend de qui tu es, ça dépend de ton histoire, comme on en a parlé dans ce podcast. Tout ça, ça influence justement la personal brand. Et c'est le travail d'introspection qu'on fait aussi quand on onboard un client. Ouais, ok. Mais on l'a simplifié via ce formulaire pour les personnes qui veulent ça gratuitement en fait. Ouais, c'est une sorte d'audit gratuit et vous, ça vous fait de l'acquise aussi. Ça permet un Ça peu fait de un peu l'acquise et faire c'est du over-deliver aussi dans notre formation, l'incubateur, où justement les gens peuvent suivre du coup le cursus en fonction de tout ça. Trop bien. Je vais revenir du coup un peu sur toi. Ok. Tu disais tout à l'heure que tu avais des routines à un moment. Tu disais, tu sais, quand tu bossais chez Decathlon, je me levais à 4 heures du mat, j'allais. Est-ce que tu as gardé une routine aujourd'hui? Est-ce que tu es un mec à routine ou pas trop? Plus du tout. Ok. En fait, ouais, à l'époque, quand c'était. En fait, quand tu es dans le dur, tu te forces à faire des routines. Et en fait, quand tu deviens, entre guillemets, à l'aise financièrement, alors à l'aise financièrement, ça veut pas dire être millionnaire, mais juste gagner ce qui te fait kiffer, ben, tu deviens flemmard sur tes routines. Enfin, tu deviens, ouais, flemmard, tout Ok. simplement. Et du coup, des routines concrètes, je me lève à 7h, de 7h à 7h15, je fais mon yoga, machin. Non, j'en ai pas du tout. La seule routine que j'ai, c'est aller au sport. Ok. Et encore, des fois, j'y vais pas. Donc, c'est ça. Et ce que je fais le matin, c'est très simple. Je me lève et je me fais mon petit déj et je vais bosser. C'est tout. Ok. Donc, non, j'ai pas de routine spécifique, malheureusement. Là où avant, j'en avais beaucoup. Et je pense que c'est négatif pour moi, tu vois. Je pense que je pourrais être beaucoup plus productif et avoir beaucoup plus de taf fait si je me forçais à être rigoureux. Ok. Est-ce que tu en as besoin? Je pense que ouais. En tout cas, je suis pas satisfait de la productivité que j'ai. Ok. Donc, ça peut être un moyen de combler ce manque-là. Ok. T'imposer en gros une routine plutôt cadrée de façon à rester juste à te mettre plus dedans, quoi. C'est ça. Ok. Euh,
C'est quoi pour toi l'impact du perso dans le pro? Et ce que j'entends par là, justement, en fait, et ça me permet de faire un levier exceptionnel, je trouve, parce que moi, mon couple m'a beaucoup, alors je vais pas dire bridé, mais encadré sur Mhm. ma productivité, etc. Tu vois. Bon, parce que je vis avec ma femme aussi. Mais je sais que toi, tu vis pas avec ta copine, en tout cas pas tout le temps. Mhm. Comment tu, enfin pour toi, c'est quoi le rôle du couple dans ta vie, déjà dans ta vie globalement, et quel impact ça a sur ton travail Ouais, aussi. En gros, comment tu gères, tu vois, les ok. deux. Ouais, c'est une question difficile parce que j'ai été pendant toute ma carrière, entre guillemets, entrepreneuriale, j'étais célibataire. Mhm. Et mes plus longues relations, c'était genre 9 mois, tu vois. Et avant ça, c'était 3 mois. Ok. Donc, j'ai jamais eu de relation vraiment longue. Et j'étais quelqu'un, en tout cas, qui se lassait très rapidement. Donc, ouais, et effectivement, je suis aujourd'hui en couple depuis pratiquement 1 an. Euh, et en fait, je sais pas si ça a influencé mon côté pro. En tout cas, côté perso, je suis épanoui, évidemment, sinon je ne serais pas avec cette personne. Parce que moi, c'est noir ou blanc, tu vois. C'est ok, tu me fais chier, vas-y, ciao. Mm. Je passe à la suite. Donc, je suis très radical là-dessus. Et non, au contraire, je m'épanouis beaucoup dans cette relation. Et à l'inverse, tu vois, elle a ce côté, on n'est pas identique du tout. Elle a un côté, je sais pas si c'est rouge, mais en tout cas, elle est bavarde, elle parle beaucoup, elle est très émotionnelle. Et je pense que ça vient combler un peu comme le yin et le yang, la relation. Moi, je lui apporte dans justement la sérénité, le calme, l'organisation. Là où elle, elle est hyper stressée, machin, elle part dans tous les sens. Et elle m'apporte un peu la créativité, les idées, même s'il n'y a pas toujours du bon. Mais il y a du bon et il y a du mauvais dans tout ce qu'elle dit. Mais ça a apporté effectivement plein de nouveaux points de vue sur la situation, sachant qu'elle n'est pas du tout entrepreneuse. Elle est encore en cursus scolaire, elle finit son cursus scolaire. Elle travaille par contre beaucoup, voilà, elle a déjà eu beaucoup d'expérience à des hauts postes en alternance, etc. C'est une charbonneuse. En tout cas, quand elle travaille très bien. Donc, ouais, elle est aussi très mature. Donc ça m'apporte effectivement plein d'insights que j'aurais pas vu moi par rapport à elle, son tempérament et ses expériences et comment elle voit le truc. Son côté très émotif aussi. Donc, ouais, ça m'ouvre un peu les yeux sur certaines situations. Et par contre, par rapport au côté pro, en fait, moi, je suis quelqu'un qui adore offrir et faire kiffer les gens. Et je trouve beaucoup plus de bonheur à faire vivre une expérience à quelqu'un que de m'acheter une montre ou que de m'acheter un objet. Donc, tu vois, j'ai pu vivre des expériences. Un peu, j'aime bien ce que Oussama a dit, c'est les huissiers ne peuvent pas prendre des souvenirs. Ouais. Donc, des voyages, des activités, des machins. Et en fait, en 1 an, elle a fait plus de trucs que dans toute sa life. Et lui faire découvrir justement voyager un peu digital nomade, travailler d'où tu veux, etc. On a fait des expériences incroyables. Et en fait, la voir kiffer, c'est ça qui me fait kiffer. Mm. De me dire que grâce à justement ce que j'ai construit et grâce à mon travail, on a ces moments-là qui resteront gravés à jamais dans nos souvenirs. Et qu'elle kiffe, bah en fait, c'est ça qui m'anime un peu au quotidien et qui me dit, j'ai envie de continuer et de faire plus pour ça. Et Ok. après, par extension, pour ma famille au global, tu vois, pour mes parents. Euh, et aujourd'hui, je suis encore limité d'un côté financier pour pouvoir faire ce que je veux. Et demain, je sais pas, payer des vacances aux Seychelles, tu vois, Ouais. à mes parents, sachant que c'est leur rêve, tu vois. Enfin, ils ont plein de rêves que du coup, ils n'ont jamais pu assouvir par manque de moyens. Mais c'est là où moi je trouve du kiff, même à Noël, tu vois, quand j'offre des cadeaux. Enfin, c'est là où. Et c'est pas du tout par syndrome du sauveur, hein. C'est vraiment juste, ça me fait trop kiffer de les voir heureux. Ouais. Et même si moi je reçois rien, je m'en fous. C'est vraiment pour faire kiffer les autres. Et donc, c'est en ce sens, je pense que ça me challenge au quotidien où je me dis, mais en fait, ouais, il faut que je charbonne pour continuer à faire vivre ça à mes proches et pouvoir kiffer en fait au quotidien. Et que plus de personnes, par extension. Ouais, puissent profiter de ça. Ok. Trop intéressant. J'ai récemment j'ai fait un jeu avec ma femme et du coup je voulais trop te poser cette question qui est elle a trouvé un espèce de jeu de cartes où en gros c'est des questions de couple. Et en gros J'ai la un question pote, j'ai un pote, il fait ça au premier date. Ouais. Il la ramène, c'est il la c'est ramène chez énorme. elle, Ouais. bouteille de vin et bam, il sort Ouais. la carte. Mais justement, tu rigoles, mais en fait moi ma question c'est à quel point est-ce que pour toi tu vois justement cette sorte de en fait j'ai pas envie de dire d'honnêteté mais ce genre de est-ce que
en fait, je connais un peu déjà la réponse et c'est pour ça que je te mène là-dedans. Est-ce que tu es un peu dans la découverte de l'autre? Est-ce que tu estimes vraiment que c'est hyper important, tu vois, de cultiver vraiment son couple? Parce que comme tu dis, tu vois, toi, tu as été en couple, tu te lasses super vite. Comment tu fais pour entretenir ce truc Ouais. dans le temps, pour laisser du drive? Je sais que tu es un mec à surprise un peu, en plus. Ouais. Donc du coup, si tu veux, ça va pas forcément avec ton profil à l'origine, tu vois, Ouais. d'être hyper process, etc. Mm. J'ai l'impression que tu es un mec un peu différent dans le couple du travail. C'est pour ça, d'où ma question à Non, mais l'origine. même dans mes relations, en fait, c'est très marrant parce qu'il y a 3 jours, justement, dans mon groupe de potes, hyper meilleurs potes à Tallinn, Ouais. on est 5, et il y a un de nos potes qui s'appelle Thomas. Je sais pas, il s'est pris un délire, il a dit j'ai réfléchi et je vous ai tous attribué 5 adjectifs qui vous définissent. Et dedans, il y avait justement, quand il parlait de moi, il y avait authentique, humble, process, hyper Organisé, quoi. déterminé, enfin visionnaire pour la suite et tout, et petit grain de folie. Ok. Des fois, d'un coup, tu vois, ça peut partir en live, je me tape un trip et on part, je m'en bats les couilles, demain on part à Bali, tu vois. Mm. Et ouais, c'était marrant du coup qu'il me dise ça et qu'il m'a fait conscientiser ça. Et c'est marrant que tu me le dises du coup que c'est aussi le cas en vrai. Et je pense que la majorité des couples, en fait, ils voient leur couple comme une situation figée et finie. Ils ont dit, OK, on est en couple, c'est comme ça et basta. Alors que non, en fait, on est des humains et on évolue avec le temps. On évolue avec nos expériences perso et nos expériences pro. Et donc, forcément, nos intérêts évoluent avec le temps et on ne peut pas être le même couple qu'on a été il y a 6 mois que maintenant. Parce qu'en fait, il se passe tellement de choses dans notre life. C'est comme ceux qui se fixent des objectifs à 1 an. Je trouve ça complètement con parce qu'en fait, tu ne peux pas maîtriser ce qui se passe sur 12 mois. Pour moi, c'est des objectifs sur 3 mois. Ouais. Sur 90 jours, tu peux maîtriser ce qui se passe sur le Tu marché. fais des OKR avec ta meuf aussi, du coup, Non. en début d'année. Mais Ok. par contre, je vais te dire un truc, c'est que j'ai un pote, il a fait un truc hyper smart. Ouais. C'est que sa copine est venue s'installer chez lui. Il a fait un contrat. Ouais. Et je trouve ça hyper smart. Et quand on va potentiellement s'installer ensemble, je pense que je vais faire pareil. Ok. Voilà ce que j'aime pas, voilà ce que j'aime. Toi aussi, dis-moi ce que t'aimes pas. On casse direct la glace en se disant où est-ce qu'il faut qu'on soit hyper clair et hyper communicant. Ouais. Et ce qui nous gêne chez l'autre, etc. Et donc, ouais, il y a ce côté-là où en fait les gens changent et les gens évoluent. Et c'est normal de faire évoluer ton couple à travers ça. Et que tes habitudes changent à travers ça. Et c'est important, effectivement, de communiquer pour être aligné sur la vision que tous les deux vous avez. Si demain, elle a une vision carriériste et qu'elle veut rester en France et évoluer en banque, en fait, ça va pas matcher avec moi parce que Ouais. moi, je voyage, j'ai envie d'être libre, j'ai envie que demain, je puisse partir où je veux et je vis en Estonie. Tu vois. Donc, elle a adapté sa vision par rapport à moi. Et elle a fait cet effort-là par rapport à moi. C'est normal que moi aussi, en contrebalançant, je fasse des efforts pour qu'elle s'intègre dans mon processus de vie et qu'elle découvre tous ces éléments et que je finance ou que par divers moyens, mais qu'elle s'intègre là-dedans. Ouais. Donc, c'est faire. Je trouve qu'il y a vraiment ce rapport de force qui doit être en constante mouvance. Tout en gardant, je pense, la main, en tout cas le profil rationnel, je pense, du couple, doit garder la main sur le couple. Ouais. Et doit prendre les décisions. Il faut toujours qu'il y ait un leader dans le couple. Donc ça, c'est important. Et je ne sais plus sur quoi je voulais rebondir. Tu penses qu'il faut toujours un leader, mais que la posture de lead peut en fait switcher entre les deux, c'est ça que tu veux dire, à différents endroits? Ou non, tu penses que dans tous les couples, il y a un leader en général qui a un... Ça, en gros, En fait, je pense que déjà, la majorité des couples, il y a un leader qui est subi. Ouais. Déjà parce que les gens ne le conscientisent pas. Moi, personnellement, c'est conscientisé, on en a déjà parlé, leader que je naturel, tu veux lead, dire. Ouais. que je lead à fond que je lead le couple. Par contre, effectivement, en fonction de la situation, ça peut changer. Et c'est là où tu m'as un peu fait ouvrir les yeux, où tu m'as dit à un moment, c'est ta copine qui a l'idée pour Ouais. te financer ton projet, tu vois. Ouais, complètement. Donc, mais Ça t'a surpris quand je ouais, t'ai ça dit m'a surpris. Ouais. Parce que effectivement, pour moi, il y a une image de sérénité et de, je sais pas comment mettre le mot sur ça, mais d'exemple qu'il faut pas casser, Ouais. tu vois. Parce que si c'est cassé une fois, en fait, il y aura toujours du doute et qui va s'intégrer là-dedans. Ok. En fait, je m'impose d'être toujours hyper, je sais pas clean, mais toujours dans cet état d'esprit inspirationnel. Et d'ailleurs, c'est important, je pense, qu'il y ait de l'inspiration entre les deux, Ouais. qu'on s'inspire mutuellement.
D'être fan justement de son conjointe, c'est hyper important. Et c'est De fou. d'ailleurs ma copine qui m'a fait intégrer ça, Ouais. parce que je l'avais pas conscientisé. Ouais. Et je trouve que c'est grave vrai. Mais pour revenir sur le sujet de lead, je sais plus où je voulais en venir, mais effectivement, si tu casses cette confiance, cette barrière au bout d'un moment, alors je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, parce que même dans mon groupe de potes, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Ok. Mais ça peut briser ton couple, parce que derrière, en fait, ça brise le symbole, le capital confiance, le symbole confiance que la personne a envers toi. Ok, mais comment tu pourrais le briser, par exemple qu'est-ce que tu veux dire par briser le symbole? C'est, par exemple, dans mon exemple, où tu disais, tu vois, qu'à un moment, moi, je te disais qu'elle avait pris le lead sur le truc. Ce que tu disais, c'est que d'une certaine façon, le fait de... C'est ça qui brise le truc, c'est que moi, je lui donne le lead pendant un temps, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ou Ok. surtout montrer tes fragilités, tes faiblesses. Ah ouais? Ouais, Ok. c'est Ouais, c'est pas forcément... ça, parce ouais. que en fait, elle va trouver du réconfort dans le fait que tu sois un rock, Ouais. dans le fait que tu peux la rassurer, vu que justement, en général, hein, c'est pas une généralité, mais les femmes sont les personnes les plus émotives et qui ont le plus de questionnements, de remise en question, etc. Donc tu dois être ce rock qui doit venir rassurer. Ouais. Et si elle doit prendre une énergie masculine pour toi te rassurer, c'est là où il y a un déséquilibre. Tu Ouais. vois. Et c'est là où il peut potentiellement y avoir un problème. Dans ce rapport de force, je l'ai peut-être mal expliqué, Non, mais je comprends, ouais. mais c'est en ce sens-là que je dis qu'il faut garder le rapport de force. Et je te donne un exemple concret. Je vais pas parler avec elle de mes doutes sur du business, par exemple. Ok. Je vais en parler avec mes potes. Ok. Parce que il faut pas qu'elle me voie vulnérable. Ah ouais? Ok. Ouais. Non, en vrai, alors, je comprends. Honnêtement, je suis pas aligné. Ok. Mais en fait, je te dis pourquoi je suis pas aligné, parce que moi, je pense que ce qui est important, c'est, si tu veux, Marion, puisque moi, du coup, elle s'appelle Marion, je sais qu'elle me fera jamais faux bon. Et Mhm. plus elle connaît mes vulnérabilités, plus elle me connaît, au final, tu vois. Et donc, du coup, si tu veux, ça dépasse, selon moi, même le... Alors, c'est pas qu'il y a un côté... Moi, je connais ses vulnérabilités. euh, j'ai une posture... Honnêtement, je pense que même si tu lui demandes, globalement, je pense que je lead le couple dans le mouvement naturel. Effectivement, tu vois, il y a eu une phase où moi, j'étais en train de monter un projet. Mais tu sais, si tu as une nana qui est entrepreneuse, par exemple, qui a monté une énorme boîte, Mhm. et que toi, pour je ne sais quelle raison, tu vois, ta boîte, elle vit une mauvaise période, etc., il y a fort moyen qu'à un moment, tu vois, elle gagne 4 fois ce que tu gagnes. Ouais. Et en fait, moi, en plus, tu vois, elle est médecin, etc., elle est hyper ambitieuse. Donc, si tu veux, nous, dans notre logique, en tout cas, selon moi, et honnêtement, en vrai, c'est un vrai sujet parce que moi, j'avais ton état d'esprit. C'est-à-dire, je pensais comme ça avant, qu'il fallait que je sois un peu leader sur cet aspect-là. Et en fait, quand ça s'est passé avec Marion, dans tous les cas, c'est pas passé consciemment. C'est juste que mais quand ta meuf, elle gagne 20K par mois, tu vois, globalement, et que toi, tu remontes une boîte, c'est compliqué, tu vois. Mhm. De Ouais. s'équilibrer, tu vois. Même si tu as fait un exit de malade, au quotidien, tu vois, elle a une force de frappe qui est pas la tienne, tu vois. Et en fait, la question, elle a disparu parce que elle m'a dit, la question, c'est pas qu'est-ce que je gagne, c'est comment est-ce qu'on vit au quotidien, tu vois. Quelle est notre vie du quotidien? Moi, d'argent, de toute façon, je m'en fous. Et nous, en fait, pour casser ce truc, on a fusionné Mhm. dès le début. Mais ça, c'est pareil. Plein de gens Ouais. me traitent de malade, tu vois, d'avoir fait ça. Parce que du coup, moi aussi, j'avais de l'argent au début et j'ai fusionné, tu vois. Elle a du coup plus entretenu la suite pendant un temps parce que moi, je montais une boîte. Mais demain, on a un enfant, mais demain, on en a un deuxième. Elle veut s'arrêter. Elle pourra, tu vois. Et Mhm. elle pourra le faire pendant 3 ans. Et je suis d'accord avec toi, je comprends le sujet de l'énergie masculine. Mais je pense que c'est des choses qui, quand tu les conscientises, t'en fais des problèmes, en fait. J'ai l'impression. Mhm. Alors que si tu l'absorbes, En fait, tu vois. je pense que Ouais. ça dépend vraiment de chaque couple. Ouais, je Parce suis que, hyper d'accord. parce que j'en discutais d'ailleurs, petite pub, allez voir mon podcast Authentique avec Aurélien Roy. Ok. Justement, lui, il parlait, Ouais. il a hyper bien développé cette notion d'énergie masculine et d'énergie féminine. Ok, Et en fait, dans le couple, tu as toujours ça. Tu as une énergie féminine, une énergie masculine. ok. Et il faut que tu incarnes ces deux énergies-là pour que ça fonctionne. Et là où, je sais pas si Marion a une énergie plus masculine à ce moment-là, mais Honnêtement, je pense pas, mais ouais, c'est faudrait lui demander. ouais. C'est cet équilibre-là, ce que je disais, yin et yang. C'est, Ouais. je pense que dans les couples qui n'ont pas la maturité émotionnelle de tout ce que tu parles, il y en a très peu en fait, qui ont cette maturité que tu as avec Marion de parler de ces sujets-là. Ouais. Ben, c'est non, il faut trouver cet équilibre énergie masculine, féminine et de garder un lead. Et moi, je sais que dans mon couple aujourd'hui, c'est le cas. Ouais. C'est Ouais, mais peut-être c'est bien de que le savoir même. dans 5 ans, Ça elle switchera, aura. ouais.
on aura plus de maturité et qu'elle sera plus ouverte sur tous ces sujets-là et il n'y aura pas de débat et on pourra le faire. Mais dans la majorité des couples, Ouais, complètement. c'est ça qu'il faut manager. En vrai, je suis hyper aligné. Je pense que c'est juste. En fait, je pense pas. En tout cas, moi, dans mon cas, et je pense que ça dépend des couples, mais globalement, dans mon cas, c'est juste qu'il n'y a pas eu ce déséquilibre, je pense, d'énergie. Mhm. Mais après, tu vois, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas déséquilibrer. Ça, c'est certain, tu vois, les énergies. Mais ouais, j'aurais pas aussi bien détaillé ma réflexion que Aurélien, mais Ouais, mais en tout cas, je vais aller voir ça. parce qu'en plus, ben ouais, je Voir t'avais dit, comment il creuse. il est en Ouais. couple avec une femme tradie Ouais. de Ouais, donc, l'Est. sacré sujet. Donc, sacré sujet, ouais. Ok. Bah écoute, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Cédric. Hyper intéressant le podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ben, sur Instagram, @CédricDSJ, ou Ok. sur YouTube, Cédric de Saint-Jean. Tout simplement, c'est là où j'envoie le plus de value. Ok, trop simple. Bah, je mettrai ça en bio, du coup, en description du coup, des différents supports. Et ben merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on souhaite à toi, Animado, pour De l'alignement, Ouais. j'ai envie de dire. Trop bien. De l'alignement, du kiff et de pouvoir tout simplement continuer à prospérer autour de cette activité-là, tout en. Trop bien. Je pense que c'est vraiment cette notion-là, ouais, qui fait l'aventure, qui fait le projet, qui fait les équipes, qui fait les clients. Donc voilà. Trop cool. Parfait pour finir. Merci beaucoup, Cédric. Merci, à très bientôt. vite. Bye À bye. bientôt.